Salut, c'est Boris. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que d'une, tu as un parcours école de commerce, et de deux, tu n'as toujours pas trouvé ta voie. Alors, moi, j'ai trouvé la mienne. Mon truc, c'est de réfléchir, créer des plans, des systèmes, des méthodes pour résoudre des problèmes. Et je sais qu'en te disant ça, ça te fait une belle jambe, mais justement, dans cette vidéo, je vais te partager un plan concret que j'ai créé pour résoudre ton problème d'orientation. Et j'ai dit concret, pas bullshit, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pas de blabla. Je peux d'ores et déjà te dire que toi qui me regardes, peu importe qui tu es, il n'y a que 4 situations possibles dans lesquelles tu te trouves. 4 cas de figure, 4 niveaux de ton problème, et tu te trouves dans l'un de ces 4 niveaux. Et là, tu te rends bien compte que je prends un risque en te disant ça, parce que si tu ne te retrouves pas dans les situations que je vais t'énoncer là maintenant, je vais passer pour un con. Mais j'adore le risque. Donc c'est parti, on va passer sur mon miro. Comment trouver sa voie en école de commerce? Un problème, 4 cas de figure possibles. Problème numéro 1, tu n'as aucune idée. C'est-à-dire que tu n'as pas de passion particulière, il n'y a aucune voie, aucun métier qui t'excite particulièrement, ou au moins qui t'attire au point de te dire « je pourrais faire ça toute ma vie ». Donc résultat, jusqu'ici, tu as fait sûrement des choix un peu par défaut, par élimination, le moins pire. Et bien si tu es dans cette situation-là aujourd'hui, toi, ton problème, c'est un problème d'idée. Et ça, je le résous avec la méthode des 4 jeux. Et on verra ce que c'est les solutions après coup. Ok, maintenant, problème numéro 2, ce n'est pas que tu n'as aucune idée, c'est que là, tu as peut-être trop d'idées. Trop de choses qui t'intéressent, que tu aimes. Tu hésites peut-être entre 2 possibilités, voire 3, voire 4. Et surtout, tu as peur de faire le mauvais choix, de perdre des opportunités, de te fermer des portes, même potentiellement d'aller dans une voie, de te spécialiser, même si ça te plaît, parce que tu as peur de t'enfermer dans cette voie-là en te spécialisant, et de perdre toutes les autres opportunités. Si c'est ton cas, là, tu as un problème de choix. Et ce problème-là, je le résous soit avec la fusion, le critère objectif ou le facteur X. On va voir ce que c'est. Problème numéro 3, ce n'est pas que tu n'as aucune idée, ce n'est pas que tu as trop d'idées. En fait, il y a bien quelque chose qui t'attire, il y a bien quelque chose que tu aimerais faire, mais malheureusement, tu ne sais pas comment. Soit comment faire, soit comment y arriver. C'est-à-dire que le chemin pour y parvenir te semble tout simplement trop flou, trop difficile ou alors trop concurrentiel. Typiquement, je vais te donner un exemple, si tu veux être médecin, bon bah tu sais qu'il faut faire médecine, il faut réussir la première année c'est la plus dure, après si tu te débrouilles bien, tu passes les années, à la fin tu seras médecin, ok? Il y aura pas de grande surprise. Maintenant, admettons, tu veux devenir chroniqueur ou chroniqueuse télé. Bon, tu fais quoi? Tu fais des études de journalisme, tu vas travailler à la radio, tu fais une école de commerce, tu fais une école de communication. Le chemin pour y parvenir est un peu flou. C'est très concurrentiel, très difficile. Comment on fait pour se créer un chemin pour y parvenir? Résultat, bah, il y a peut-être un truc que t'aimerais faire actuellement, mais tu ne l'envisages pas, faute de réussir à te projeter sereinement dans cette voie. Tu as donc un problème de chemin. Et ça, je le résous avec un plan très simple, très pragmatique, le protocole des 3 personnes. Encore une fois, on verra ça juste après. Et enfin, dernier cas de figure, problème numéro 4. En réalité, au fond, tu sais ce que tu veux faire. Il y a un truc qui t'appelle depuis un moment, il y a une petite voix qui tourne en boucle dans ta tête, mais tu ne l'écoutes pas. Et tu ne l'écoutes pas à raison parce qu'il y a un mais. Et ce mais, il peut refléter plusieurs choses. Mais on ne gagne pas assez d'argent avec ça. Mais ce n'est pas assez prestigieux, que vont dire mes parents, mes amis, si je fais ça. Mais ce n'est pas possible pour moi en particulier. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a peut-être un truc que tu as envie de faire, mais tu te rends compte que tu n'as pas fait peut-être les bonnes études, que ce n'est pas compatible avec l'école de commerce, ce que tu as envie de faire. Ou alors, pour faire ça, il me faut un réseau, c'est ce que j'entends beaucoup dans des trucs comme le cinéma, par exemple. Résultat, bah aujourd'hui, tu es dans une position où tu t'es résigné, et il est très probable que tu laisses ce que tu veux faire vraiment pourrir au fond de toi, ou pire encore même, tu te mens à toi-même. En allant bien souvent dans une voie qui ne te correspond absolument pas. Ici, je te le dis clairement, ton problème, c'est un problème de croyance. Et ça, je le résous avec la technique du switch. Donc je récapitule, tu as soit un problème d'idée, soit un problème de choix, soit un problème de chemin, soit un problème de croyance. Bon, maintenant tu as dû te reconnaître dans l'une de ces situations, voire peut-être plusieurs. Par contre, si tu ne t'es reconnu dans aucun de ces problèmes, n'hésite pas à me dire que je suis une fraude en commentaire. Non, plus sérieusement, si c'est le cas, on peut se tromper dans la vie, mets-le en commentaire ta situation particulière ou envoie-moi un DM et je m'engage à t'aider gratuitement à trouver une solution à ton problème. Ceci étant fait, maintenant, je suppose que c'est ce qui t'intéresse, on va passer aux solutions. Mais peut-être que juste avant,
un petit mot sur moi, un petit peu de contexte à tout ça, parce que peut-être que tu te demandes, ok, premièrement, t'es qui? Et deuxièmement, d'où tu connais tout ça? Pourquoi t'as creusé autant ce sujet-là? Alors, qui suis-je? Alors, si tu es sur cette chaîne, peut-être que tu m'as déjà entendu parler un petit peu dans les talks, etc., de mon parcours, mais de manière très rapide. Alors, moi, c'est Boris Ravo, j'ai 26 ans, je suis le cofondateur du Mediatrade. Je suis également l'auteur du livre La méthode des 4 jeux, qui est une méthode d'introspection. Concrètement, quand tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, on te dit ah, qu'est-ce que tu aimes? Bah, je sais pas. Mais surtout, on va te dire, ok, bah pose-toi les bonnes questions. Ok, mais c'est quoi les bonnes questions? Les fameuses bonnes questions. Bon, bah moi, je me suis fait chier à aller trouver ces bonnes questions à travers des études scientifiques, des formations aux US, des livres, beaucoup de livres. Je me suis dit, bon, j'ai beaucoup de livres là-dessus sur cette thématique et sur des thématiques connexes pour rassembler tout ça dans une méthode pour aider les gens à trouver leur voie. Grâce à ça, je suis devenu consultant en orientation pro. Au début, j'ai commencé par accompagner mes potes avec la méthode. Ensuite, je l'ai appliqué sur des étudiants de l'EM Lyon notamment. Et plus récemment, sur des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis consultant en orientation pro, plus pour le fun qu'un job à plein temps. Vraiment, je prends peu de personnes, mais les profils qui m'intéressent le plus, et généralement, ce sont des entrepreneurs, mais ça dépend. Sinon, j'ai une autre branche que l'orientation, c'est le marketing. Je suis un amoureux complet du marketing, pas le marketing bullshit qu'on entend en école, plus précisément la psychologie humaine. Donc j'ai développé de fortes compétences là-dedans, et même récemment, j'ai été directeur marketing d'une boîte dans la gestion privée et l'investissement. Et sinon, de manière plus générale, bah, j'accompagne des entrepreneurs ou des TPE-PME dans leur stratégie de marketing. Et aujourd'hui, bah du coup, j'ai une idée plutôt précise de mes ambitions, de où je veux aller. Je suis pas mal focus sur le média sur la chaîne sur laquelle tu es aujourd'hui. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été le cas. Si je connais aussi bien le problème en question, c'est parce que d'une, ok, j'ai beaucoup travaillé le sujet, tu l'as compris, mais de deux, c'est quelque chose que j'ai vécu, surtout. Moi, en fait, quand je suis arrivé en école de commerce, à l'EM Lyon précisément, après 3 ans de prépa, bah, je savais pas ce que je voulais faire, moi, dans ma vie. Je savais que je voulais entreprendre, je savais que je voulais gagner de l'argent. Par contre, il n'y avait aucun métier salarial dans lequel j'arrivais à me projeter. Aucun métier où je me disais, ok, en faisant ça, j'aurai le lifestyle que je veux, j'aurai l'argent que je veux, et j'aurai le kiff que je veux. Et ça, si tu ressens ça aujourd'hui, sache que c'est pas de ta faute. C'était pas de ma faute aussi à l'époque. C'est juste que, généralement, on va en école de commerce parce qu'on se dit que c'est une voie générale qui va nous ouvrir des portes, bla bla bla. Le problème, c'est qu'en école de commerce, il y a des failles sur cette question de l'orientation. C'est-à-dire que t'arrives, au début t'as l'impression que tu peux faire plein de choses, mais plus le temps passe, plus t'as l'impression que t'as pas tant d'options que ça. Généralement, les gens vont vers conseil, finance, marketing, luxe, voilà, les grands trucs obvious. Et il y a 3 grosses failles dans les écoles de commerce. Tout d'abord, le conflit d'intérêts. En fait, si aujourd'hui tu n'as pas trouvé ta voie et que l'école ne t'a pas spécialement aidé là-dedans, c'est tout simplement parce que ce n'est pas son rôle. Je suis désolé, c'est vrai que les écoles te vendent ça un peu comme l'endroit où tu vas te réaliser, où tu vas trouver ta voie. Bon, dans les faits, ce n'est pas son rôle. Le rôle d'une école de commerce, c'est de créer des top salariés pour les grosses boîtes du CAC 40, les grosses boîtes de conseil, les grands parcours dans la finance, etc. Leur but n'est pas que individuellement, chacune des personnes se réalise. Et c'est pour ça qu'on en vient au deuxième problème, qui est, si ce n'est pas ton rôle, si ce n'est pas ton but que les élèves se réalisent, bon bah nécessairement, tu n'auras pas d'incitation à développer des solutions concrètes, performantes pour aider ces mêmes élèves sur les questions d'orientation. Et en témoigne, et c'est pas que mon école dans laquelle j'ai été, c'est toutes les écoles, pour en avoir interviewé tout le monde quasiment dans le top 10, pour avoir des potes là-dedans, etc., des écoles de commerce, toutes c'est pareil. Il y a des choses qui te mettent en place pour t'aider, mais c'est des cours carrière, des coachings soi-disant avec des professionnels, etc. Très souvent, c'est bullshit, tu ressors de là, t'as pas plus avancé que ça. Et surtout, la grosse problématique, c'est qu'en école de commerce, ben, t'as peu d'essais pour te louper. Généralement, t'as quoi? 3, 4 stages max, et donc à l'issue de ça, ben, tu dois avoir trouvé ta voie. Mais comment tu fais quand ce n'est pas le cas? Comment tu fais quand, après justement, ce premier, ce deuxième, ce troisième stage, ben, t'as toujours pas trouvé? Parce qu'à un moment donné, il va falloir bien rentrer sur le marché du travail, et comment tu fais à ce moment-là pour dealer avec la pression? Tes potes qui semblent tous avoir trouvé, qui vont dans telle ou telle branche, qui ont l'air sympas quand même aussi, même si c'est pas exactement ce qui te correspond, les questions d'argent, de prestige, etc. En fait, bah dans tout ce bordel, c'est un peu compliqué de se poser les bonnes questions, surtout quand tu les connais pas, et surtout savoir ce que tu veux faire. La vraie question maintenant, c'est toi, qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Parce que là, clairement, tu pourrais très bien fermer cette vidéo et retourner à ta petite vie. Te dire que tu verras ça plus tard, que c'est pas le moment, que t'as pas la tête à ça, que non, mais de toute façon, là, au point où t'en es, il faut d'abord que t'aies fait ci, que tu aies ça, etc. Que tu termines ça et tu vas te poser la question après parce que t'as d'autres choses à gérer. Et peut-être qu'en faisant ça, bah ça va marcher. Peut-être que tu vas bien finir par trouver quelque chose, que le flow naturel de la vie fera que tu vas trouver ta voie à un moment donné. Mais soyons sérieux 2 minutes. Quelles sont les probabilités?
Tu ne vois pas les gens autour de toi, alors peut-être que dans ton monde, la plupart des gens, tu as l'impression, ils vont te dire ouais, moi je suis heureux, ouais, je kiffe ce que je fais, etc. Mais quand tu les regardes vraiment, est-ce que la plupart des gens autour de toi sont vraiment heureux dans leur professionnel en tout cas? Est-ce qu'ils kiffent vraiment ce qu'ils font? Concrètement, c'est quoi le plus probable que puisse arriver pour toi? Si tu continues comme ça, à te dire toujours après, après, on verra après. Bah tu vas finir dans un job qui te fait chier, je suis désolé de te le dire, mais c'est la vérité. Alors, si t'as de la chance, ce sera une bonne planque dans une boîte un peu prestigieuse, avec tes potes. Ça, c'est cool et peut-être que tu peux te contenter de ça. Si t'as moins de chance, ça je l'ai vu beaucoup, tu seras dans une boîte lambda, avec beaucoup de pression, un management de merde, et une ambiance pas ouf. Mais dans tous les cas, peu importe que ce soit bon ou mauvais l'endroit où t'es, tous les matins, quand tu vas aller au taf, ok, tu vas te lever et tu vas ressentir que t'es pas aligné. Sur le coup, tu vas passer ça, tu te diras après, j'essaierai après, mais au fond, c'est un truc en toi qui meurt. Et au début, tu te diras, ok, bon non, mais je fais ça 1 an, je fais ça 2 ans, je suis pas encore prêt à faire ceci, ouais, non, mais ça c'est pas possible pour moi, donc nanana. Puis une fois que t'auras ta sécurité, ton CDI, peut-être même que tu l'as déjà, puis tu verras tes potes commencer à se maquer, avoir des gosses, prendre des crédits, etc., s'acheter des voitures, puis tu finiras par te dire, ah bah peut-être qu'il faudrait que je fasse ça aussi. Tu clignes des yeux un quart de seconde et tu te retrouves à 40 piges, dans un taf où tu te fais chier, en ayant l'impression que t'es passé à côté de ta vie. Et le après, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas le même rapport au risque, c'est pas les mêmes opportunités qu'on te propose également. Alors la balle, elle est dans ton camp. J'ai un peu cassé l'ambiance, t'es pas obligé de m'écouter. Peut-être que ce que je vais dire, c'est bullshit. Mais imagine qu'il n'y ait ne serait-ce qu'une infime chance que le temps que tu vas passer là, avec moi, ce cours que j'ai préparé pour toi, les solutions que j'ai pour toi, que ce soit dans ce cours et même après, parce que j'ai une petite surprise à la fin, ça puisse te faire un pas vers trouver ta voie, gagner du temps, finir par trouver quelque chose que tu kiffes et être heureux. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Je dis juste ça. Bon, maintenant on va passer aux solutions. Il y aura une petite pastille là de 5 minutes sur pourquoi je fais ça, pourquoi je suis investi dans ce problème-là, pourquoi je te parle de ça, qu'est-ce qui m'a donné envie de résoudre ce problème, de un peu plus de mon parcours. T'es pas obligé d'écouter si t'as la flemme, tu peux passer directement aux solutions, dans tous les cas il y aura un timecode, mais je pense que des fois pour certaines personnes c'est important de comprendre les motivations des personnes qui te parlent, et donc c'est pour ça que je vais te les partager. À la seconde où j'ai réussi à résoudre ce problème-là, il y en avait un autre que j'avais envie de résoudre plus profondément, et un que pour le coup, j'avais pas encore les clés pour le faire. Et ce problème, bah, c'était le problème de l'orientation pro. La petite histoire de où ça me vient très rapidement, parce que quand j'étais au lycée, en gros, j'avais une copine qui, elle, son rêve, c'était de devenir animatrice télé, journaliste. Le problème, c'est que ses parents lui avaient dit tu gagneras pas d'argent avec ça, tu vas pas réussir. Et donc, tu ferais mieux d'aller faire médecine. Donc, du jour au lendemain, elle a changé complètement. Et en fait, ça m'avait un peu frustré parce que pour le coup, elle avait vraiment de bonnes chances d'y arriver. Elle était jolie, elle s'exprimait bien, elle était très douée en langue, en français, tout ça. Elle avait cette facilité avec les caméras. Et donc, elle a abandonné un peu son rêve pour aller dans un truc où les sciences, elle en avait rien à faire. Et c'est comme si je pouvais me projeter à sa place et me dire, ok, j'ai l'impression qu'elle va passer à côté de sa vie. Ça n'a pas coupé, c'est le cas malheureusement. Et tout au long de mon parcours, j'ai vu constamment des gens autour de moi qui allaient dans des voies qui ne leur correspondaient pas. Et pourtant, des fois qu'ils le savaient, à cause de mauvais conseils d'orientation, pression, etc. Et moi, j'avais la frustration de ne pas avoir les arguments en fait, pour pouvoir les aider, pour pouvoir les convaincre d'aller vers ce qui leur faisait... juste de peut-être croire en eux, tout simplement. C'est à ce moment-là où j'ai eu toujours ça un peu en moi, de résoudre ce problème-là. J'avais tout simplement l'impression que personne n'avait juste traité suffisamment le sujet, que tout restait très superficiel. Donc je me suis dit à ce moment-là, ok, il faudrait peut-être que j'arrive à créer une méthode pour faire passer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire à je sais ce que je veux faire. Quand j'ai essayé de créer ça, concrètement, on m'a dit, l'orientation c'est du cas par cas et tout, c'est impossible de créer une méthode pour tout le monde. Ça n'a pas été simple, ça m'a pris 1 an. Je l'ai testé d'abord sur des élèves de l'EM Lyon, je l'ai testé sur Kévil d'ailleurs. Témoignage, monsieur. C'est nul à chier. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que regardez, là, c'est pour ça que je suis là. Donc ces dernières années, du coup, j'ai commencé à faire du consulting en orientation pro avec ma méthode. L'idée, c'était pas de devenir conseiller d'orientation. Donc aujourd'hui, ça, je le fais plus à titre de personne que je sélectionne et que j'ai envie d'aider là-dessus, parce que le but, c'était vraiment de créer une méthode pour que les gens puissent le faire par eux-mêmes. Maintenant, j'ai énoncé 4 problèmes, il y a des solutions associées à chaque problème. Je t'invite à toutes les regarder. Et c'est pas pour le watch time de ma vidéo et pour le référencement, etc. Même si ça peut aider. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un commentaire, à t'abonner, à te liker si tu aimes cette vidéo. Mais non, plus sérieusement, déjà, comme on l'a vu, peut-être que tu as plusieurs problèmes en même temps. Et aussi, j'ai établi ces différents problèmes par ordre chronologique. C'est-à-dire que généralement, quand tu passes le problème 1, tu vas passer au problème 2, et ensuite suite. Donc, avoir les différentes solutions pour chaque problème, ça peut t'aider. Problème numéro 1, si ton problème, c'est un problème d'idée,
Alors tout d'abord, ce que je peux te dire, c'est que tu as un manque d'informations. Tu as un manque d'informations sur toi, et tu as un manque d'informations sur ce qu'il est possible de faire. Je m'explique, tu verras, c'est concret. Typiquement, VC. Est-ce que tu connais le métier de VC? Si tu as regardé nos vidéos sur Trade, tu connais le métier de VC. Je t'ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé à l'Omnion, je savais pas ce que je voulais faire, il y avait aucun métier dans lequel je me projetais. Mais typiquement, des années plus tard, quand j'ai fait Trade et que j'ai découvert le métier de VC, en fait, il y avait un métier dans lequel j'aurais pu m'épanouir potentiellement, si j'avais voulu être salarié, ce qui n'est pas le cas. Mais on s'en fout. Il y avait bien un métier, c'est juste que je ne le connaissais pas. Et c'est pour ça qu'on fait Trade aussi, c'est pour couvrir cette partie-là du problème qui est, ok, quand tu sais pas, tu peux aller checker nos vidéos et voir, ok, il existe ça, je peux checker, je peux voir. Le problème de ça, c'est que ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'orientation, ce n'est pas Tinder. C'est pas, il y a toi, et puis t'essayes de, ah, ça match ou ça match pas, ça match pas, ça match ou ça match pas, ça match pas. Ok, non. Les informations, en réalité, le choix d'orientation, il part toujours, avant tout, de toi-même. Et c'est pour ça que je dis que généralement, si tu es dans cette situation-là aujourd'hui, si tu n'as aucune idée, c'est que tu as un manque d'informations sur toi, et plus précisément, tu ne te connais pas. Et ça semble obvious, un peu, ça semble évident, dit comme ça, mais qu'est-ce qu'on te dit quand tu dis que tu ne sais pas, que tu n'as pas d'idée? Qu'est-ce que tu aimes? Pose-toi les bonnes questions. Et alors la question c'est, ok, comment te connaître concrètement? Quelles sont les bonnes questions à te poser? Alors on va pas pouvoir être exhaustif, par contre, je peux d'ores et déjà te donner un petit peu de théorie, et après on va rentrer dans la pratique. La connaissance de soi s'articule autour de 4 piliers très simples. C'est ce que j'appelle les 4 je, et c'est d'où vient le nom de ma méthode aussi. Alors on a le j'aime, le je suis, le je sais, et le je veux. Si tu veux te connaître, ça passe par là. Ça passe par ces 4 éléments à définir. Le j'aime, c'est quoi? C'est tout ce qui t'attire naturellement dans la vie, en dehors justement de manger, dormir, Netflix, faire la fête avec tes potes. Parce que oui, je sais, je connais, quand on te dit qu'est-ce que t'aimes, moi ce que j'aime c'est faire la fête, manger, dormir, et jusqu'à preuve du contraire, on gagne pas d'argent avec ça. Je sais, je connais. Mais en réalité, on a tous des choses qui nous attirent naturellement, c'est ce qu'on appelle la genuine curiosity en anglais. Sauf que ces choses, on les connaît pas toutes naturellement. Ensuite, on a le je suis. Le je suis, c'est tout ce qui marque ton identité profonde, ta personnalité, tes valeurs, ce qui a du sens pour toi et uniquement toi. Ensuite, on a le je sais, tout ce pourquoi tu es ou pourrais être doué, c'est-à-dire ta zone de génie, ton avantage concurrentiel dans la société, et ce, même si tu penses que tu n'as rien de spécial, que tu n'as pas de force, ou tu n'es pas doué particulièrement pour des choses, ou ce n'est pas des choses en tout cas qui peuvent ramener de l'argent. Et enfin, le je veux, tout ce que tu désires vraiment au fond de toi, les questions d'argent, prestige, niveau de vie, en gros, le lifestyle que tu désires, tes objectifs, le chemin que tu veux, que tu dois emprunter pour avoir la vie que tu veux. Ça, ce sont les 4 jeux. Alors, pour établir ces 4 mesures, en gros, de la connaissance de soi, je me suis inspiré du grand classique, l'ikigai. Pour moi, l'ikigai n'était pas complet, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai trouvé que celui-là était plus pertinent, parce que dans l'ikigai, il y a toute cette dimension de ce pourquoi, de ce dont le monde a besoin, etc. Et ça, ce sont des notions qui viennent de l'extérieur, et pour moi, ça, tu les vois après, pas dedans. Oh, et j'ai d'autres inspirations aussi là-dessus, notamment les 4 cadrans de Ken Wilber, le raisonnement en principe premier, d'autres choses dont on va pas faire étalage là parce qu'on s'en fout. J'ai développé du coup une théorie là-dessus, qui est très simple en réalité, et c'est une théorie qui est assez empirique pour le coup, c'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai observées, avec qui j'ai discuté, qui ont un taf qu'ils kiffent, un job qu'ils kiffent, où ils se sentent alignés, ce sont tous des jobs 4 jeux. Et je dis empirique pour une bonne raison, c'est parce que je le vois tous les jours. J'ai interviewé plus d'une trentaine de personnes, de jeunes et moins jeunes d'ailleurs, dans les métiers les plus prestigieux. Des personnes qui étaient dans des métiers où ils étaient totalement alignés, qui kiffaient leur job, que ce soit dans la finance, dans le conseil, entrepreneuriat, marketing, luxe, tout ce que tu veux. Pour avoir discuté avec chacune d'entre elles, chacune de ces personnes avait un job 4 jeux. C'est-à-dire un job dans une thématique qui t'intéresse naturellement, un job qui match, qui te laisse exprimer ta personnalité, tes valeurs, un job où tu es doué, un job qui te permet d'avoir le lifestyle que tu désires, ou en tout cas qui t'en rapproche sur un moyen long terme. Un truc où tu vas y trouver du sens, de la satisfaction, et aussi où il y aura l'argent. En clair, si tu arrives à trouver un job qui combine les 4 jeux, tu peux être sûr que c'est un job où tu pourras être aligné long terme. Et donc si je devais résumer vulgairement ma méthode.
Alors concrètement, comment ça marche la méthode que j'ai créée? Comment on fait pour trouver des idées de voix professionnelles sur mesure en pratique? Alors on fait comme ça. Ce schéma-là, il a l'air compliqué comme ça, mais en réalité, il est très simple. Je vais te l'expliquer en deux. Ça se joue en 4 étapes. Étape 1, l'archéologie. Là, l'idée, c'est d'aller déterrer, récolter un maximum d'informations sur toi en creusant dans tes 4 jeux. Donc, c'est-à-dire dans ton j'aime, ce que tu aimes, ce qui t'intéresse, etc. Ta personnalité, comme on l'a dit, tes valeurs, ce qui a du sens pour toi, le je sais, ce pourquoi tu es doué ou pourrais être doué, et le je veux, ce que tu désires au plus profond de toi, les considérations d'argent, de lifestyle, etc., tes désirs le plus profond. Là, on essaye d'aller sortir un maximum de choses sur toi en allant creuser, en allant faire cette introspection sur les 4 jeux comme on en a déjà parlé. Et là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas chercher à les relier directement à un métier, à une voie particulière et tout ça. Là, non. Dans cette étape-là, tu essayes de sortir un maximum d'informations, même si c'est des choses que tu n'es pas vraiment sûr, etc. Du moment que ça vient dans ta tête, tu le sors, tu le couches sur un papier, tu prends un Google Doc ou que sais-je, un cahier et tout, et tu sors les informations, tu les sors. Et ces informations-là, elles sont représentées par ces petits points-là qui sont un petit peu en vrac. Mais là, tu fais bien attention à ne pas les juger, ces informations. Tu te sors tous les poncifs que tu as dans ta tête. Non, mais ça, je pense à ça, mais c'est pas pertinent parce qu'on gagne pas d'argent avec ça. Non, mais nanana, nanana. Non, on s'en fout. Tu les sors, les informations. Peu importe qui elles sont, tu ne te juges pas, tu ne les juges pas. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire, donc c'est pour ça que j'ai créé des exercices sur chacun des jeux pour pouvoir sortir intuitivement, pas à pas, toutes les informations nécessaires pour trouver sa voie. Et pour ça, on s'en reparle tout à l'heure. Ensuite, dans un deuxième temps, tu vas te retrouver avec un énorme bordel. Donc tu vois, tous ces petits points-là, ce sont les différentes informations que tu as en vrac. Bon, t'en auras beaucoup plus, je pense, que l'ensemble de ces points-là. Et ensuite, l'étape 2, on va passer à ce que j'appelle le décryptage de la carte. Carte au trésor. Bon, c'est des petites images, mais t'auras compris, c'est pour égayer un petit peu tout ça. Là, tu vas te retrouver avec un gros bordel, plein d'informations un petit peu en vrac, etc. Là, l'idée, ce sera d'aller les analyser. Donc ok, là j'ai pensé à ça, pourquoi j'ai pensé à ça, qu'est-ce qui m'a fait me dire ça, pourquoi j'aime ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi ça c'est caractéristique de moi, qu'est-ce qui me fait penser que ça pourrait être une force, même si c'est pas encore bien développé, ok, pourquoi j'ai envie, pourquoi je désire telle chose. Le truc c'est d'analyser les informations que tu as recueillies. Ensuite, tu vas les trier, tu vas les regrouper et essayer de dégager 5 à 7 grandes thématiques issues de ces informations. C'est-à-dire qu'à force, si tu as bien fait ce travail-là, tu vas voir qu'il y a des informations et des éléments que tu auras recueillis qui vont ensemble, des choses qui appartiennent à la même catégorie, il y aura des redondances que tu veux justement identifier. Ce sont des patterns, donc justement ces choses qui reviennent et que tu vas pouvoir regrouper selon des thématiques, des archétypes, etc. Une thématique, ça peut être quoi? Par exemple, ça peut être les mathématiques sur la A. Genre, ça revient beaucoup, la question des mathématiques, du calcul, de l'analyse, des choses comme ça, dans l'élaboration de tes 4 jeux. Un autre groupe, ça pourrait être par exemple le défi. Genre, tu as un rapport énorme au défi, tu te sens doué dans des choses, quand il y a cette dimension du défi, ça fait partie de ta personnalité, tu aimes ça, le challenge, te dépasser, etc. Ça peut être une grande thématique de choses qui reviennent. Ça peut être aussi, par exemple, une thématique que tu retrouves dans le je sais, où par exemple, tu es très calme, tu es posé, tu as beaucoup de sang-froid, tu n'es pas quelqu'un qui est de nature stressée, angoissée, non, tu gères plutôt les choses de manière simple, facile, pragmatique, et ça peut être une qualité, ça peut être un avantage concurrentiel, ça peut être une qualité recherchée dans certains métiers, justement, ou qui a trait à certains métiers. Une autre thématique, par exemple, prenons la D, ça peut être le relationnel, le contact. Une personne qui a besoin beaucoup de contact, c'est quelque chose qui revient beaucoup, tu es plutôt doué là-dedans, tu aimerais même dans ta vie avoir cette dimension du contact, c'est quelque chose qui est important pour toi. Et dernière thématique que j'ai déjà retrouvée pour l'exemple, ça peut être cette dimension du style, de s'habiller, la mode, ou bien de manière plus générale cette volonté d'élégance, d'avoir un lifestyle qui est élégant, ou bien aimer les beaux endroits, des choses comme ça. Ça peut être plein de choses, tu vois. Mais c'est des choses que tu établis à travers les informations que tu auras recueillies. Là, pareil, étape 2, dans ma méthode, j'ai créé un process pour analyser, trier, regrouper, identifier ces grandes thématiques, mais c'est quelque chose que là aussi, tu peux essayer de faire par toi-même. Ensuite, une fois que tu as décrypté la carte au trésor, donc c'est-à-dire que tu as les différents éléments, justement, étape 3, on va partir dans la chasse au trésor. C'est-à-dire que tu vas trouver maintenant des idées sur mesure en faisant des recherches ciblées grâce à tes grands thèmes. C'est-à-dire, comme je te l'ai expliqué précédemment, l'orientation ce n'est pas Tinder. Les réponses, les véritables réponses, très souvent,
elles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de l'intérieur. Et justement, c'est le travail qu'on a fait dans l'étape 1 et 2, parce que finalement, quand tu es confronté à des voix qu'on te présente, des voix dont tu entends parler, etc., comment tu sais, comment tu arrives à te projeter pour savoir si c'est quelque chose qui va vraiment te correspondre. Donc c'est pour ça que c'est un travail d'abord intérieur, d'introspection, ce qu'on a fait dans l'étape 1 et l'étape 2, où tu vas chercher ces informations, comprendre les grandes thématiques, les choses les plus importantes pour toi, que tu veux absolument retrouver dans ta vie, et c'est à partir de ça que tu vas mener des recherches pour aller trouver, déterminer, faire émerger des voies professionnelles sur mesure, les plus pertinentes, qui ont du sens et à la fois qui rapportent. C'est ça qui est intéressant. Parce que fondamentalement, trouver une voie, c'est cool, mais si tu ne sais pas où chercher, comment tu fais? Bah là maintenant, à travers ces grands thèmes, et c'est ça l'étape 3, tu sais où chercher. Tu vas trouver des idées grâce à ces grands thèmes. Et là, pour cette étape, j'ai créé pareillement un process de recherche pas à pas pour pouvoir justement aller trouver ces voies grâce aux grands thèmes. Je t'en donne une ébauche là. Ce que tu vas faire, sans nécessairement recourir à mon process, si tu veux te débrouiller par toi-même, ce que tu fais, c'est tu vas sur Google ou bien même tu demandes à ChatGPT et tu commences petit à petit. Tu commences par la thématique A. C'est-à-dire, admettons, si on reprend l'exemple des mathématiques, des calculs, de l'analyse, tu vas essayer de trouver des métiers en tapant des mots-clés, genre par exemple métier plus un mot-clé de cette thématique-là que tu auras identifié, et essayer de trouver des métiers qui gravitent autour, etc., faire des recherches là-dessus. Tu fais ça avec chacune des thématiques. Ensuite, dans un deuxième temps, et c'est là qu'on commence à rentrer dans le sur-mesure, tu vas commencer à mixer des thématiques. Tu vas essayer, par exemple, ok, est-ce qu'il n'y a pas un métier où il y a du calcul, il y a de l'analyse, etc., et qui demande un certain niveau de stress, quand même, que moi, je peux assumer, donc je peux avoir un avantage concurrentiel là-dessus. Ok, est-ce que j'y vois quelque chose? Nanana. L'idée, c'est de sortir un maximum d'idées pertinentes qui se rapprochent des choses qui t'intéressent. Et là, c'est très important, cette étape 3, il faut le voir comme un jeu. Une sorte de chasse au trésor, de découverte, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, où tu vas commencer par la thématique A, faire les recherches là-dedans, ensuite tu vas mixer A et B, B, C, D, E, après tu vas essayer d'en mixer 3, d'en mixer 4, et d'essayer petit à petit d'aller vers du sur-mesure, de trouver des voies qui combinent un maximum de tes grandes thématiques. Pourquoi? Parce que je te rappelle la théorie de la méthode, plus tu combines de tes 4 jeux dans un métier, et donc de grands thèmes, parce que ces grands thèmes sont l'expression de tes 4 jeux, plus tu risques de te retrouver avec une voie qui a du sens pour toi, qui te correspond, où tu vas t'épanouir et même tu vas gagner de l'argent. Et là encore, on ne pense pas encore à toutes ces considérations. Une fois que tu as trouvé un maximum de voies, tu as fait les recherches là-dessus, etc., on passe à l'étape 4, l'authentification. Là, normalement, tu vas te retrouver avec plusieurs voies différentes, et là, l'idée, ça va être de venir les classer par ordre de pertinence. Et généralement, les top voies qui seront les plus sur mesure, où tu auras le plus de chances de t'épanouir, ce seront des voies qui mêlent le plus de tes grands thèmes. Plus une voie mêle de grands thèmes, plus normalement tu devrais la classer haut. Et c'est comme ça que tu trouves des idées de voies professionnelles sur mesure. Maintenant, des fois les idées ça ne suffit pas, et c'est pour ça qu'il y a le problème numéro 2, le problème numéro 3 et le problème numéro 4. Peut-être que tu auras trouvé plusieurs idées, tu auras du mal à faire un choix là-dedans, je te renvoie au problème numéro 2. Peut-être que tu auras trouvé une idée en particulier, mais tu ne sauras pas trop comment y arriver, le chemin est peut-être flou pour y arriver, etc. C'est le problème numéro 3. Ou peut-être que tu vas être confronté à ce moment-là à la question de « Ouais, mais est-ce que c'est vraiment assez prestigieux? Est-ce qu'on gagne assez d'argent avec ça? On ne dirait pas, etc. » Et là, je te renvoie au numéro 4. Et tu comprends bien pourquoi je passe par ce process et que je t'ai dit de ne pas associer directement les choses, c'est parce que des fois, t'as plein d'idées pertinentes, mais tout de suite, elles vont être balayées, tu ne vas même pas creuser, tout simplement parce que tu vas essayer de les associer directement à ces grandes métriques de sécurité, d'argent, ou bien de chemin clair pour y arriver, etc., etc. Alors que tout ça, c'est ce qu'on appelle des objections, ce sont des problématiques que tu règles après, ensuite, une fois que tu as trouvé différentes idées qui te plaisent et qui t'intéressent. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vois, que tu trouves un moyen soit de les faire, soit d'y arriver, parce que c'est vraiment, tu te rends compte à travers ce processus que c'est ce que tu veux faire, soit tu en choisis d'autres qui sont peut-être plus pertinents, qui vont t'amener plus ces autres côtés-là qui restent quand même importants. Voilà comment on fait. Mais bon, ça c'est la théorie. Dans les faits, comment tu trouves tes 4 jeux? Alors, comme je te l'ai dit, j'ai développé des exercices concrets pour ça. Il y a un livre de 300 pages qui en atteste, et donc on peut pas tout voir dans une vidéo. Je ferai d'autres vidéos là-dessus.
Maintenant que j'ai parlé de solutions, donc pour t'en donner quand même, pour que tu puisses commencer déjà à creuser et peut-être faire ce cheminement par toi-même si tu le désires, je vais te donner 4 questions. Il y aura une question pour le j'aime, une question pour le je suis, une question pour le je sais, une question pour le je veux. 4 questions à te poser pour commencer à creuser sur ces 4 différentes thématiques. La question du j'aime, c'est quels sont, du coup, les sujets qui attisent ta curiosité plus que la normale. C'est-à-dire que quand ils viennent dans des sujets de conversation, naturellement tu dis putain, tu vas tendre l'oreille. Ou alors, chez toi, quand il y a personne, quand tu n'es pas influencé par le monde extérieur, qu'est-ce que tu regardes comme série? Quels sont les sujets où tu vas creuser, où tu vas faire des recherches, où tu peux rester des heures devant des vidéos sans t'en rendre compte? Et il faut faire attention quand tu creuses là-dessus parce qu'il y a des choses qui vont te venir en tête, mais tu vas te dire non mais bon ça on gagne pas d'argent avec ça, non mais ça c'est pas un métier, non mais je vois pas le lien directement. Dans un premier temps, ce que tu veux, c'est identifier ces différentes thématiques. Et ensuite, au lieu d'avoir ces préjugés dans ta tête, essayer de voir justement est-ce que ça correspond à certaines choses. Ensuite, on a la question du je suis. Qu'est-ce qui fait de toi, toi? Il y avait une trend comme ça dernièrement sur TikTok où tu mettais des photos, qu'est-ce qui fait de toi, toi, ou bien le fameux starter pack dernièrement encore, ou alors qu'est-ce qui est non négociable chez toi? Sur quoi tu ne peux pas transiger? Ok, il y a des choses que tu acceptes, mais qu'est-ce que tu n'acceptes pas dans ta vie? Tout ça, c'est des choses qui sont constitutives de ta personnalité, de qui tu es et pourquoi c'est toi et pas un autre. Et de ça, tu peux peut-être orienter tes choix là-dessus. Ensuite, la question du je sais. Qu'est-ce qui est facile pour toi et difficile pour les autres? Ou alors, en tout cas, plus compliqué pour les autres. Souvent, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais, mais j'ai aucun talent particulier, j'ai pas de passion, y a rien dans quoi je suis vraiment doué. Alors moi, il y a un truc que je crois profondément parce que je l'ai vu trop de fois. On a tous des zones de génie potentiel. Certaines sont révélées, vont se révéler naturellement, et t'en as plein qui sont enfouis, qui sont endormis. Le problème, c'est que on ne va pas toujours les rencontrer naturellement, de par notre lifestyle, de par la chance qu'on a. Il y a des choses pour les faire sortir, et des fois, dans notre quotidien, il y a des petites choses comme ça, où on a des facilités, où on ne s'en rend pas compte, on pense que c'est anodin, on se dit non mais ça va, il y a d'autres personnes qui sont bien meilleures que moi, etc. Non. En réalité, il y a des choses pour lesquelles tu es doué, ou tu pourrais être doué, si tu creuses là-dedans. Et c'est pour ça que le je sais c'est le plus important, parce que d'un je sais peut naître un j'aime. C'est-à-dire que si tu fais un job, si tu creuses dans une voie où tu es doué, généralement, quand on est doué dans quelque chose, on finit par aimer cette chose. Généralement aussi, quand on est doué dans quelque chose, plus que la normale, qu'on creuse là-dedans, qu'on travaille là-dedans, on finit par développer une zone de génie, une compétence, une expertise, et ça devient monétisable. Donc, on a aussi le je veux, on a aussi l'assurance du niveau de vie potentiel, de la sécurité, etc. Moyennant d'autres choses, bien évidemment. Donc, c'est dans ça dont tu dois creuser. Et enfin, la question du je veux, pour savoir ce que tu veux dans la vie. La question importante, ce n'est pas tant le qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est plutôt quel est le prix de ce que tu veux vraiment. Et surtout, est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Parce qu'en réalité, c'est ça qui va conditionner ce que tu veux vraiment dans la vie, le lifestyle que tu veux. Peut-être que tu veux gagner beaucoup d'argent, un lifestyle de fou, mais ok, quel est le prix de ce lifestyle, de cette vie-là, et est-ce que tu es prêt à le payer? Est-ce que tes actions que tu fais au quotidien sont dans la veine de ce prix-là, de cette vie-là, ou alors t'as pas de plan, tu te laisses porter, tu vas dans des trucs où il y a peut-être de l'argent en jeu, etc., mais tu sais pas vraiment. Quel est le prix de la vie que tu veux? Combien coûte la vie que tu veux? Et est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? Généralement, on s'interroge sur ce que l'on veut, donc sur ses désirs, mais pas sur le prix de ses désirs. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on veut tous plus ou moins la même chose, ok? Argent, prestige, sécurité, amour, etc. Par contre, on n'est pas tous prêts à faire les mêmes choses pour obtenir ces choses-là. Donc creuse plutôt dans la question de la souffrance, de la douleur. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, à accepter pour avoir tel ou tel niveau de vie? Bon, maintenant tu as des pistes pour pouvoir creuser sérieusement ces questions et apprendre à mieux te connaître avec les questions concrètes que je t'ai données. Maintenant, je suis conscient que ce sont des questions qui sont difficiles et que souvent, c'est pas facile d'y répondre tout seul. Donc j'ai créé des exercices concrets pour pouvoir y répondre, pour t'aider pas à pas à y répondre de manière très simple et rapide. Et si tu veux pouvoir en bénéficier, je te renvoie à la fin de cette vidéo, j'aurai une petite surprise pour toi. Tu me vois venir avec mes gros sabots, mais je te rassure, il y aura pas de formation à te vendre à la fin de cette vidéo. Je te dirai comment tu peux y accéder gratuitement. Et je te dirai bien entendu aussi, c'est quoi mon intérêt là-dedans. Bon, maintenant, passons au problème numéro 2 et aux solutions que j'ai pour toi si tu te retrouves dans cette situation. Le problème, c'est quoi? C'est un problème de choix.
trop de choix, trop de possibilités, trop de choses qui t'intéressent, t'es un peu perdu. T'as du mal à prendre une décision, à te lancer dans une voie en particulier, tu as surtout peur. La peur de se fermer des portes, la peur de regretter ce choix, de s'enfermer, de trop se spécialiser et après de ne pas pouvoir faire machine arrière. Ça, c'est très 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 classique en école de commerce, ok? Et c'est le problème d'ailleurs quand on va en école de commerce, c'est que des fois on y va parce qu'on se dit bon, c'est une voie générale qui ouvre plein de portes, donc je pourrais faire un peu ce que je veux, j'aurai plusieurs choix, etc. Ok, mais quand tu y es, comment tu fais? Comment tu fais pour choisir? Parce qu'il faut bien choisir à un moment donné quelque chose. On peut pas tout faire. Donc on a tendance à penser que avoir plein de choix c'est cool, mais en réalité, est-ce que c'est pas un piège? Et puis même, quand on commence à y réfléchir aux écoles et qu'on commence à scinder un peu qui fait quoi, etc., on se rend compte qu'il n'y a pas tant de voies possibles que ça. Dans le sens de, si on va dans le sens de la sécurité, du prestige, etc. T'es très vite orienté vers du conseil ou de la finance, parce que c'est ce qui est prestigieux, c'est ce qui a potentiellement beaucoup d'argent, etc., etc. Mais comment tu fais quand tu sens que t'es pas vraiment aligné avec ça, ou qu'il y a peut-être d'autres choses qui t'intéressent, mais tu hésites, ou peut-être entre plusieurs voies, même entre conseil et finance, peut-être, je sais pas. Ce problème, il est pas nouveau, c'est un truc qui a été documenté par le psychologue Barry Schwartz, d'ailleurs ça s'appelle le paradoxe de Schwartz. En réalité, plus tu as de choix, plus c'est difficile de prendre une décision. Parce que t'es confronté à la responsabilité de ce choix et à la possibilité de faire un mauvais choix derrière. Donc là, ce qu'on va faire à travers les solutions du problème 2, c'est qu'on va chercher à naviguer à travers cette question en 3 points. Tout d'abord, c'est très con, hein, mais comment on fait un choix concrètement? Comment on prend une décision de manière pragmatique, rationnelle? Ensuite, je vais te donner une alternative, ok? Une autre solution au cas où vraiment le choix est trop compliqué. Une solution à laquelle tu n'as peut-être pas pensé. Et enfin, on va aller traiter de manière précise cette question de se fermer des portes. Ça, c'est un point qu'il faut qu'on voit à part entière. Je pense que pour naviguer à travers cette question-là, la question de se fermer des portes, de est-ce que je choisis une voie générale, est-ce que je me sécurise d'abord, on verra après, etc. Choix que font beaucoup de gens et qui finissent par regretter ou alors être complètement perdus par la suite ou sentir qu'ils ne sont pas alignés, se retrouver dans des jobs qui ne leur plaisent pas. Pour résoudre cette problématique-là et réussir à faire un choix derrière, il faut absolument qu'on ait une discussion honnête là-dessus. Une discussion pragmatique, encore une fois. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais, juste avant ça, on va fonctionner étape par étape. Solution numéro 1, on va avoir un process simple, en 3 étapes, pour comment faire un choix, prendre une décision, et surtout comment faire un bon choix et prendre une bonne décision. Parce que c'est ça qui te fait peur au final, c'est de te tromper derrière. Bon, on va voir comment tu peux faire pour maximiser les chances de ne pas te tromper. Et on avance là-dessus, pour faire un bon choix, ok, on va se baser sur 3 choses. De la data, donc des données, des informations, ok, des critères objectifs, et une temporalité test. Je m'explique. Premièrement, étape 1, récolter un maximum d'informations sur les voies qui t'intéressent. Ok, merci Boris, c'est ça ton truc en fait, c'est d'aller chercher des informations sur les voies qui t'intéressent. Super, merci. Non, je dis ça, ça a l'air con comme ça. Mais que font la plupart des gens? La plupart des gens, ils vont baser leur choix de carrière, des fois des choix de vie, ok, sur l'idée qu'ils ont d'un métier. Les clichés qui existent sur le métier en question, ce qu'ils ont entendu de leurs parents, de leurs amis, de leurs profs, de je sais pas, dans les médias, de ce qu'on en pense, etc. Voilà sur quoi les gens basent leurs décisions. Et le problème, c'est que très souvent, la réalité n'est pas du tout conforme à l'idée qu'on en avait. Et une fois qu'on est là-dedans, c'est la douche froide. Alors qu'en réalité, si on avait juste creusé un petit peu plus, cherché à récolter un maximum d'informations en amont, de choisir sa voie, et d'y aller juste parce que, ok, on m'a dit qu'il faut faire ça, ah oui, mais c'est vrai, j'entends parler de ça, bon, allez, je vais tester, même si je connais pas, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait trade, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de jeunes qui avaient du mal à se projeter, et qu'il y avait très peu d'informations qui étaient disponibles. Donc c'est pour ça qu'on invite des alumni pour qu'ils parlent de la réalité de leur métier, de la réalité de l'après, pour justement t'aider à t'informer, t'aider à t'orienter, et t'aider à récolter ce maximum d'informations. En réalité, tout est lié dans mes process. Donc, on va voir ça. Et donc, quelle information tu veux récolter? Nécessairement salaire, parce que je sais que ça t'intéresse, les horaires, les vrais horaires, et même pouvoir se libérer des clichés, parce que des fois, sur certaines voies, type, je sais pas, conseil, finance, etc., on entend des choses comme les horaires, et c'est le propre de certaines personnes, ok, qui vivent vraiment ces horaires très difficiles, définir à 2h du matin, etc., mais t'en as aussi qui, dans le même corps de métier, ne vivent pas nécessairement ces horaires-là. Et ça, je m'en suis rendu compte. T'as des gens qui arrivent à négocier des contrats, à être mis sur certaines missions, à être dans telle branche de tel métier, qui fait que ce que certains vivent, eux ne le vivent pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand t'entends, ouais, par exemple, dans les top boîtes de conseil, tu vas travailler du 70 heures par semaine. Aïe,
Si toi, tu te sens pas de faire ça, compliqué. Tu vas te dire, ah merde, il faut mieux pas que je fasse ça. Et moi, j'en connais qui travaillent du 45 heures et leur métier, c'est une planque. Hein. Donc, tu vois, c'est une question d'information. Donc, qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Le prix à payer, on en revient au je veux, ok? La question des douleurs, des sacrifices, du temps pour y arriver, la douleur avec laquelle tu as envie de deal. Et donc, comment on fait pour trouver ces informations? Articles, interviews, comme on fait sur notre chaîne, comme il y en a sur d'autres. Mais le meilleur moyen, et je sais tu vas pas aimer, c'est chiant, mais c'est d'aller contacter, discuter avec un maximum d'acteurs du milieu. Soit aller dans les événements de ton école, ou même après dans les événements networking, des choses comme ça, je sais, c'est chiant, mais c'est le plus simple pour aller discuter avec des gens, en plus tu te fais du réseau, donc voilà, ou les contacter sur LinkedIn, leur demander un petit moment juste pour en savoir plus sur le parcours, montrer que t'intéresser sincèrement à leur parcours, parce que il en va de toi, de ton avenir et des décisions que tu vas prendre. À toi de voir, mais plus tu récoltes des informations, plus tu peux confirmer ou infirmer des doutes que tu avais sur les voies en question. Plus ça peut t'aider à circonscrire tes choix. Mais je te rassure, les informations que tu vas récolter, c'est pas des informations comme ça que tu vas récolter dans le vent. L'important, c'est d'aller confronter ces informations que tu as récoltées à des critères objectifs que tu vas sélectionner. Et on y arrive tout de suite. Deuxième étape, tu vas choisir, tu vas définir des critères objectifs. Un critère objectif, c'est quoi? Typiquement, exemple à la con. Comment tu fais pour déterminer si une boîte, elle fonctionne bien ou pas? Est-ce que cette boîte fait du profit ou non? Critère objectif. Ok? Autre exemple, comment tu fais pour évaluer le potentiel d'une relation amoureuse? Critère objectif, est-ce que les deux protagonistes ont la même vision du couple? C'est-à-dire les questions d'enfants, de finances, de lifestyle, de niveau de vie, de projet de vie, d'immobilier, j'en sais rien. Est-ce que les deux regardent dans la même direction? Ça, c'est un critère objectif. C'est peut-être pas le seul, mais c'est un critère objectif pour déterminer le potentiel d'une relation. De si elle va fonctionner ou pas. De si tu prends une bonne décision de te mettre avec cette personne-là ou pas. C'est ça un critère objectif. Et généralement, les meilleurs critères que tu peux prendre sont des critères de long terme. Et donc là, je vais t'en donner, je vais reprendre mon modèle des 4 jeux, encore. Et c'est un raisonnement qui est simple et qui se base justement sur des critères objectifs de long terme, et c'est pour ça qu'il fonctionne pour déterminer des voies sur mesure, des voies où tu vas t'épanouir. C'est que typiquement, si tu te projettes à long terme là-dedans, c'est que ce sont des bonnes métriques de décision. Typiquement, le j'aime. Parmi les voies qui t'intéressent, quelle est celle qui t'attire le plus naturellement? Quelle est celle dont le domaine, le secteur t'attire le plus naturellement, dans laquelle tu te vois rester le plus longtemps, par exemple? Et encore une fois, ça ne t'engage pas là-dedans. Ensuite, on a le je suis. Quelle est la voie qui a le plus de sens pour toi, qui correspond le plus à ta personnalité, qui rentre le plus en cohérence avec peut-être une mission que tu as de vie, ou tes valeurs, ou un projet perso, un projet pro, je sais pas si t'as des envies d'entrepreneuriat ou une envie de carrière, etc. Quelle est celle qui a le plus de sens pour toi, vis-à-vis de toi et uniquement toi? Troisième point, le je sais, quelle est la voie qui est la plus en accord avec tes facilités, où tu auras le plus de chances de devenir bon, bonne rapidement, où tu auras le plus de chances de devenir meilleur que les autres, de te différencier, d'avoir un avantage concurrentiel. Et j'ai mis meilleur que le commun des mortels. Voilà, t'as capté. Et enfin, le je veux, quelle est la voie qui pourrait le plus matcher avec le niveau de vie que tu désires? Argent, lifestyle, équilibre vie pro-perso, quelle est la voie où il y a la douleur qui serait la plus simple à supporter pour toi sur le long terme? Donc là, c'était un exemple, je t'ai donné mon modèle, t'es pas obligé d'utiliser si tu veux pas. Après, c'est un modèle qui est logique, hein, tu vois bien, j'ai rien inventé de spécial, et surtout, c'est un modèle qui se base sur les origines de l'épanouissement à long terme. Donc, à toi de voir. Mais une fois que tu as déterminé tes métriques, ce que tu vas faire, c'est très simple, tu vas juste classer les différentes voies qui t'intéressent en fonction de ces métriques. C'est aussi simple que ça. Et à la fin, tu choisis tout simplement la voie qui coche le plus de critères objectifs de long terme. Voilà comment tu peux prendre une décision de manière simple, pragmatique. L'avantage de prendre une décision en te basant sur, dans un premier temps, de la data que tu vas confronter à des critères objectifs, c'est qu'à ce moment-là, tu peux prendre une décision en toute sérénité. Parce que dans le fait de prendre une décision, de faire un choix, la plus grande peur qu'on a généralement, c'est cette peur de manquer une opportunité. C'est cette peur de faire un mauvais choix, de prendre une mauvaise décision. Mais quand tu prends une décision en te basant sur de la data et en te basant sur des critères objectifs, à la fin, tu sais que avec les informations que tu avais à disposition, en les confrontant à des critères objectifs, tu as fait le meilleur choix possible. Et ce, peu importe tes résultats. Et c'est là où il faut comprendre quelque chose qui est pas facile à comprendre, c'est qu'on ne juge pas la qualité d'une décision en fonction du résultat obtenu. C'est contre-intuitif, mais un bon résultat peut provenir d'une mauvaise décision, parce qu'il y a un facteur chance, et tu peux de la même façon
prendre une bonne décision et obtenir un mauvais résultat. Facteur chance aussi. D'ailleurs, c'est un biais. Ça s'appelle le result orientism, avec mon super accent anglais. Et c'est pour ça que tu essayes de récolter dans une première étape un maximum de data pour justement limiter un maximum les chances que tu prennes une mauvaise décision, mais il y a toujours un facteur chance et des informations qui sont limitées. Donc il est possible de se tromper. Mais ce n'est pas parce que tu t'es trompé de voie, ok, que tu as pris nécessairement une mauvaise décision. Et c'est là qui est toute la nuance. Mais bon, tu me diras, ça c'est la théorie, c'est bien mignon, c'est très logique, c'est très rationnel. Mais sauf que la peur que je ressens, elle est pas logique. Et que je peux te dire ce que je veux, que ouais, en fait, tu récoltes des informations, tu fais un choix pragmatique, rationnel, etc. Ouais, mais il y a quand même les autres voies auxquelles tu renonces. Est-ce que je vais pas m'enfermer là-dedans? Est-ce que je vais pas trop me spécialiser? Me fermer les autres portes qui, même si c'est pas les meilleures, elles avaient quand même l'air d'être bien? Et si j'ai envie de changer d'avis à un moment donné? Et si, malgré tout, cette voie qui m'intéresse et qui semble être la meilleure pour moi, ok, j'aimerais bien me lancer là-dedans, mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Je sais au fond que j'ai pas envie de faire, que j'aurais envie de changer à un moment donné, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Comment on fait? Eh bien, c'est là qu'on en vient à l'étape 3, la temporalité test. Étape 3, tu vas réduire ton échelle temporelle, tu vas te sortir de cette idée de je fais un choix de vie, c'est-à-dire que je fais un choix et qui va déterminer le restant de ma vie. Non, tu réduis ton échelle temporelle et tu définis une période où tu vas tester la voie que tu as choisie. Je récapitule. Dans un premier temps, tu récoltes des informations. Ensuite, ces informations, tu vas les confronter à des critères objectifs. Ensuite, tu détermines la voie parmi les voies qui t'intéressent qui matcherait le plus ta satisfaction à long terme, ok? Et après, cette voie, pour être sûr, tu vas la tester. Et pour éviter de rentrer dans cette logique de je vais faire ça toute ma vie, oh mon dieu, je vais perdre les autres et tout, oh mon dieu, je vais m'enfermer, je vais peut-être me fermer des portes, etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas définir une période de test de cette voie, idéalement 6 mois si c'est un stage, ou alors 1 an si c'est un CDI ou peut-être dans une autre voie. Et ce que tu te dis, c'est qu'à la fin de cette période, tu fais un bilan, où j'en suis, ok, est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie de partir? Et là, tu passes de ok, bon bah je vais tenter ça, j'ai entendu ça, ok, je vais là, mais en fait je sais pas, je vais dedans, un peu à reculons, etc. Ah non, j'ai un plan. Ok, ça, sans mettre la meilleure voie pour moi, je teste, et l'effet génial qu'il y a derrière, c'est que les autres voies auxquelles tu renonces, en réalité, ce sont tes plans B, au cas où la première voie, bah ça ne le fait pas. Par contre, attention, quand tu choisis cette voie, et que tu vas là-dedans, tu n'y vas pas en mode « Ok, je teste, on verra bien, etc. T'es à la cool et tout. » Non. Moi, ce que je te conseille de faire, tu fais comme tu veux, ok? Mais durant la période où tu vas tester cette voie, parce qu'il s'agit quand même de ta carrière, il s'agit quand même de ton avenir, tu vas à fond. Tu plonges dedans à fond. C'est-à-dire que tu essayes de devenir une brute dans le domaine. C'est-à-dire que dans ton travail, si c'est des stages, si c'est un taf, etc., tu te défonces. T'en fais plus que la normale. T'essayes de développer une compétence, une expertise en peu de temps, d'être meilleur que les autres. Et c'est pas que dans la pratique, à côté, tu te renseignes, tu vas à des événements, tu parles à des gens du milieu, des gens qui sont au-dessus de toi, tu regardes des opportunités, t'es proactif. Pourquoi je te dis ça? Peut-être que en écoutant ça, tu te dis ouais, mais et si j'ai pas envie de me faire chier, si je veux une vie un peu plus simple, etc. L'avantage de faire ça, c'est que premièrement, tu vas beaucoup plus facilement devenir bon, développer une expertise, devenir irremplaçable dans ta catégorie. Ça, c'est un effet qui t'apporte la vraie sécurité aujourd'hui. Deuxième avantage, c'est que plus tu plonges à fond dans un domaine rapidement, plus tu sais très vite si ça te correspond ou pas. Si ça ne fonctionne pas pour toi, les autres, c'est pas perdu, t'as ton plan B, tu sais que, ok, je vais là, ça me plaît pas de ouf, je vais tester d'aller là après. Et dans le pire des cas, t'auras appris des compétences, développer une expertise qui te permettra après de faire des ponts dans l'autre. Donc je récapitule, comment on fait un bon choix de carrière, comment on prend une bonne décision. Première étape, on récolte un maximum d'informations sur les différentes voies qui nous intéressent. Deuxième étape, on va passer ces informations-là au filtre de critères objectifs de long terme, ce qui va nous permettre de classer les différentes voies qui nous intéressent par ordre de pertinence. Troisième étape, on réduit son échelle temporelle, on se sort de cette vision de finir toute ma vie dans un métier, de se fermer des portes, etc. Non. Tu choisis une voie, tu définis une période où tu vas tester cette voie-là, et tu plonges à fond dedans pour te rendre compte de la réalité, quitte à ce que tu te sois trompé, mais au moins tu auras pris une bonne décision, et tu seras reparti avec des compétences, avec de l'expertise, avec du réseau, et un bagage pour une autre voie qui te correspondra mieux. Voilà comment on fait. Bon, ça c'était la solution 1, je t'ai partagé un process de prise de décision. Maintenant, je vais te partager une alternative. Ok, c'est la solution 2. Dans le cas où
la décision serait vraiment trop compliquée. Une petite technique très simple qui fait partie intégrante de ma méthode et que j'utilise pour trouver des voies sur mesure pour mes clients. Cette technique, c'est la fusion. Et elle se décline de la manière suivante. Souvent, une voie sur mesure pour toi, c'est une voie qui fusionne, qui combine plusieurs voies qui t'intéressent. Je vais te donner des exemples très concrets, issus directement des coachings que j'ai fait avec ma méthode. Premier exemple, Cassandre, une élève de l'EM Lyon. J'applique ma méthode des 4 jeux sur elle, j'extrais un maximum d'informations importantes sur elle, je les combine, qu'est-ce qui ressort? Déjà un goût prononcé pour la pédagogie, enseigner, même elle me le dit elle-même, quand elle était petite, son rêve c'était de devenir prof, rêve qu'elle a abandonné parce que on ne gagne pas assez d'argent en tant que prof. Deuxième point hyper important, la mode. Elle était même dans une asso de mode, etc. C'est vraiment un truc qu'elle kiffe, mais plus particulièrement, pas seulement les sapes, etc., l'histoire de la mode. La meuf était incollable sur l'ensemble de l'histoire de toutes les maisons de luxe, etc., des dirigeants. C'était une craque là-dessus. Ok. Et bien entendu, d'autres éléments, bon, je vais pas te raconter toute sa vie. Lorsque je fais l'analyse, lorsque je vois ce lien entre les deux, je recherche des métiers qui fusionnent ces différentes voies, ces différents pans de sa personnalité, de sa personne qui l'intéresse. Dans mon process, je balance toujours une liste des différentes voies possibles qui pourraient lui convenir par ordre de pertinence. La voie numéro 1, prof d'histoire de la mode. Quand je sors ces mots, prof d'histoire de la mode, ce qui est quand même ultra précis, on est d'accord. Elle me dit, putain mais c'est exactement ça que j'ai envie de faire. J'aimerais trop faire ça, c'est trop stylé. C'est ce que j'ai envie de faire. Mais dis-toi que Cassandre, elle sait que ça existe, ce genre de choses. Prof d'histoire de la mode, dans des écoles de mode, trucs comme ça. À aucun moment, elle n'a envisagé ça. Pourtant, quand tu lui dis, il y a un truc qui s'allume, ses yeux brillent, c'est... À aucun moment. Tu vois pourquoi? Parce qu'elle ne se connaissait pas encore assez, et parce qu'elle n'avait tout simplement pas pensé à fusionner différentes choses qui l'intéressent. Et c'est à ça que ça sert les introspections, c'est à ça que ça sert de suivre une méthodologie pour trouver sa voie. Mais bon, bref. Après, il y a toutes les questions de comment on arrive à devenir ça. Ok, est-ce qu'on gagne assez d'argent avec ça, etc. Là encore, information. Mais, et c'est là où je dis que, en fait, la plupart des gens qui disent « je ne sais pas ce que je veux faire » et ils pensent que c'est ça le problème, ce manque de connaissances sur précisément qu'est-ce qui pourrait les intéresser, qu'est-ce qui pourrait leur convenir, en réalité, c'est le plus simple, hein, trouver ce que tu veux faire. Le plus compliqué, c'est la suite. Mais ça, j'y reviendrai dans le problème numéro 3. Deuxième exemple, Eleonore. Ça, c'est à date où je tourne cette vidéo, mon dernier coaching, c'était pas une fille d'école de commerce, mais plus d'école de communication, ok? Eleonore, donc on fait mon process, etc., on sort un maximum d'infos sur elle. Quelles sont les choses importantes qui ressortent? Plusieurs choses notables. Premièrement, un goût extrêmement prononcé pour l'automobile, pour les voitures, notamment les voitures de luxe, les hypercars. Mais quand je te dis ça, c'est pas juste like des voitures sur Insta, ok? Non, la meuf, elle connaît tous les modèles, elle connaît l'histoire de ces voitures-là, pareil. Elle connaît les systèmes d'injection et tout, elle peut te parler pendant 1 heure sur juste un modèle de voiture. Elle sait quelle voiture faut acheter, quelle année, ok. Pourtant, elle a jamais envisagé ça dans sa carrière, à ce moment-là, ok? Elle, ce qu'elle avait fait, c'est des études de communication, qu'elle avait pas du tout apprécié d'ailleurs. Pourquoi? Parce que on la mettait plus soit sur des campagnes publicitaires, soit sur du community management, alors que elle, ce qu'elle aimait, c'était plus le côté vidéo, le côté marketing, etc. Le côté vraiment communication, tu vas communiquer à travers une vidéo, à travers une publicité, etc. Tu vas créer ça. Et surtout, le troisième point, très notable chez elle, ce côté de direction artistique. Par exemple, elle avait créé une marque de vêtements, où elle avait fait plus de 200 designs, elle avait créé un univers, etc. Elle avait vraiment ce sens de la DA. Quand tu mixes tous ces ingrédients-là, qu'est-ce qui ressort? Chef de projet vidéo, création de publicité, pour des marques de voitures de luxe. C'est hyper précis. Et encore une fois, je lui ai sorti plein de trucs avant, mais quand je lui sors ça, et c'est la voie la plus pertinente que j'établis à travers mon process, elle pète un câble. Putain, c'est ça! Donc comme quoi, des fois, introspection, information, etc., tout ce que tu veux, ok. Mais parfois, il y a des voies qui t'intéressent, il suffit de les mixer et d'essayer de trouver un métier, une voie qui combine ces trucs qui t'intéressent. Et là, tu rentres dans du sur-mesure. Et là, t'as plus peur de te fermer parce que tu sais que c'est totalement ça. Tu vas être totalement aligné avec ce que tu veux faire. Et dernier exemple, Kémil, mon associé que tu vois sur les podcasts, sur Trade, etc. Kémil, pareil, même process. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Kémil, très gros attrait, start-up, mais levée de fonds, négociation, tout ce qui est banque d'affaires, etc. Problème, il a jamais mis un seul pied là-dedans. D'un autre côté, il adore lui aussi, il a un côté très prononcé lui aussi, pédagogie, enseigner, partager, débattre aussi. Aussi ce côté entrepreneurial. Tu comprends donc que quand on mixe tout ça, quand on analyse tout ça, ça me semblait tout à fait naturel de lui proposer
de rejoindre Trade, de faire cette aventure-là avec moi. Donc pour conclure sur cette deuxième solution, s'il y a plusieurs voies qui t'intéressent, demande-toi ce qui te plaît dans ces voies-là en particulier, ce qui t'attire là-dedans, et demande-toi s'il n'y a pas une voie qui fusionne ces différentes choses qui t'intéressent. Et avant de regarder vite fait et dire non, je vois pas, fais les recherches. Fais cet effort. Tu verras, tu vas pas le regretter. Donc maintenant, tu l'as vu, je t'ai donné les clés pour pouvoir prendre une décision de manière concrète et pragmatique, tout en maximisant les chances de faire le bon choix. Maintenant, pour avoir creusé le sujet, il y a des fois où ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que en école de commerce, il y a énormément de pression sociale, de pression de tes potes qui vont dans telle voie, de tes parents qui te disent de faire ci ou ça, de cette peur de se fermer des portes, de trop se spécialiser. Parfois, même après avoir fait ce process-là, tu vas peut-être trouver la voie qui t'intéresse vraiment, mais tu ne vas pas y aller parce que tu vas te dire, est-ce que ce serait pas plus smart d'avoir le plan, de me dire, ok, je me sécurise d'abord, j'ai mon CDI et tout dans une bonne boîte, et après on verra. Comme ça, après, je peux faire ce que je veux. Est-ce que, même si c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'irai pas target un gros poste en finance? Ou alors est-ce que j'irai pas faire quelques années en conseil d'abord? Peut-être même pour voir et peut-être au moins comme ça j'ai ça sur le CV au cas où, et après je peux faire ce que... Alors là, à ce moment précis, je pourrais très bien tomber dans l'écueil de te dire non, ça c'est des conneries, suis ta passion, suis ce que t'as vraiment envie de faire, tu sais au fond de toi, donc vas-y, te retourne pas et tout ça on s'en fout. En faisant ça, je serais hypocrite et surtout ce ne serait pas juste et ce ne serait pas vrai. Je pense que pour naviguer à travers cette question et pour tenter avec toi d'essayer de la résoudre et de te donner les bonnes clés, il faut qu'on ait une discussion honnête sur cette question de se fermer des portes, cette question du prestige, de la sécurité, etc. Et ça, on va le voir en 4 points. Comprendre qu'à l'heure actuelle, cette peur va t'amener à faire un choix dangereux, qui est le choix de la sécurité, et je vais t'expliquer pourquoi c'est dangereux. Deuxième point, quand est-ce que c'est une bonne idée, un bon plan, une bonne décision de choisir le prestige, la sécurité et l'argent, dans quel contexte tu peux te permettre de prendre cette décision. En troisième point, je vais te donner une perspective qu'on entend très peu, c'est le coût d'opportunité, justement, à ne pas se spécialiser. L'inconvénient aujourd'hui pour toi à ne pas te spécialiser. Et en dernier point, on va revenir sur une solution concrète, simple, pour que tu puisses faire ton choix malgré cette pression. C'est parti, on y va. Premier point, on va aborder le « je me sécurise » et on verra après. Ça, c'est un plan très classique, c'est le plan d'énormément de personnes en école de commerce. Ça, je vais illustrer ce point-là avec un exemple réel que j'ai vécu des dizaines et des dizaines de fois. Admettons, je rencontre une meuf, on va l'appeler Clotilde. Je lui demande ce qu'elle veut faire, elle me dit du conseil. Je creuse un petit peu, je lui demande est-ce qu'elle kiffe ça? Non. Tu sens que ça la fait chier de parler d'avenir, elle te dit non mais là je focus sur mon école, sur terminer, sur avoir mon CDI, et puis je verrai après. Et je dis ouais, ça me plaît pas de ouf, mais vas-y, si je commence à me poser les questions là maintenant, je vais tout remettre en question, c'est compliqué. Je préfère pas me poser de questions, je termine, je vais jusqu'au bout, je me mets en sécurité, et après on verra. Alors, la conversation se termine là. La question maintenant, c'est est-ce que c'est un bon plan? On pourrait se dire, ouais, le CDI c'est important, c'est ce que les parents racontent et tout, donc ouais, au final, tu sais pas ce que tu veux faire, bon ben, en vrai, tu peux faire un truc un peu général, tu te fermes pas de porte, et puis tu essaies d'avoir un bon job, un bon CDI, pas trop mal, voilà. Et c'est cool. Le problème, c'est que aujourd'hui, juste un job, même une bonne boîte, c'est pas une sécurité. Et ça à cause d'un problème dont personne ne parle, c'est le problème des signes noirs. Alors c'est un concept qui vient pas de moi, c'est un concept qui vient de Nassim Taleb. Pour la faire courte, dans les années 1600, on n'avait jamais vu un signe noir, ok? On pensait qu'il n'existait que des signes blancs. Et puis à un moment donné, on découvre l'Australie, et on se rend compte qu'il y a des signes noirs. Ben les signes noirs, ce sont des choses que tu ne peux pas anticiper ou que tu ne vois pas venir. Et il en existe systématiquement. Donc c'est-à-dire que ce qu'on va te dire, la narrative, l'histoire qu'on te raconte, c'est ok, il faut à tout prix avoir un job, ok, un CDI, et après t'es tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Sauf que ce que tu ne vois pas venir, ce sont les signes noirs. Un job, c'est pas seulement un salaire et un contrat CDI, ok? Un job, surtout après école de commerce, c'est des gens avec lesquels tu travailles. C'est un management. C'est des missions sur lesquelles on te met, des missions en particulier, donc tu vas travailler sur un domaine, ok, des fois que tu ne choisis pas, avec des gens que tu ne choisis pas, avec des guidelines que tu ne choisis pas, avec une équipe que tu ne choisis pas, ok, avec des fois des horaires que tu ne choisis pas, avec des emplacements que tu ne choisis pas, ok. Alors tu me diras, il est possible, et ça arrive, j'en connais, qui atterrissent dans des planques, c'est-à-dire métier, boîte reconnue, des horaires chill, tu fous rien, et t'as un bon salaire. C'est cool, ça c'est des inconvénients dont je vais revenir dans peu de temps, mais c'est cool, ok? Ça c'est si t'as de la chance.
ok? Mais tu peux aussi te retrouver dans une boîte avec un manager qui te casse les couilles. J'ai un pote, il est dans une très grande boîte, je vais pas citer de nom, ok? Sa manager, il y a déjà dans son équipe 2 personnes qui sont en burn-out. T'as beau avoir un CDI, est-ce que t'es en sécurité à ce moment-là? Psychologique. Est-ce que t'es même en sécurité de l'emploi? Parce que si ça t'impacte tellement, il peut y avoir des changements d'équipe, des changements de mission, et tout d'un coup, c'est plus la même. J'ai un pote, il s'est jamais vraiment posé la question, il est allé en conseil un peu par défaut. Avant même d'être diplômé, on lui propose un taf, il est trop content, il se dit bon, bah je vais tester la vie CDI, etc., je vais me sécuriser sans se poser de questions. Il arrive dedans, et au début, c'est cool, hein. Il se fait des potes, les missions sont pas trop mal, ça le stimule et tout, et puis du jour au lendemain, signe noir. La boîte recrute en masse, on le met sur des missions de merde qui lui font chier, tout d'un coup, il y avait du 3-4 jours de télétravail par semaine, il faut venir en présentiel tous les jours à 9h, je sais plus c'était où, à Évry ou je sais plus où, qui est hyper loin de chez lui. Il y a un mec de son équipe qui fait de la merde avec le client sanctionne toute l'équipe, ils passent tous dans une sorte de conseil de discipline, et d'un coup, la sécurité que t'as, elle disparaît. Alors, on peut me rétorquer à ce moment-là, ouais, mais bon, c'est pas grave, tu te mets au chômage, tu changes. Dégâts psychologiques, remis sur le marché du travail, tout ce qui est la gestion du conflit derrière, de comment tu sors de la boîte en question. Pareil pour les augmentations. J'ai une pote, pendant 2 ans, on lui a fait miroiter une augmentation. Le jour où ça devait être le cas, son manager s'est barré, on a un autre qui est arrivé, il lui a dit, moi je t'ai rien promis. Est-ce que au final, quand tu vas en école de commerce, c'est ça que tu vas chercher? C'est-à-dire cette espèce de sécurité factice. Ok, t'auras un job, mais est-ce que t'as un job qui te plaît? Est-ce que t'as un job où t'as une véritable sécurité? C'est-à-dire que on peut pas te virer, où tu es important, tu es reconnu, ce que tu fais, ça te plaît, tu sens que tu as un impact. Tu t'épanouis, t'as le salaire qui va avec, t'as des perspectives d'évolution. Ou alors t'as juste un job. Quand je disais signe noir, par exemple le Covid, jamais tu te dis, à un moment donné, on va avoir un confinement. Il y aura un truc, on va être obligé de sortir avec des masques, on va mettre entre parenthèses notre vie pendant 2 ans. Signe noir. Mais pourtant, si tu regardes la vie, les cycles, il y a toujours des choses qui se placent. Et en fait, plus tu prends des bonnes décisions et tu bases tes choix de vie, de carrière sur des critères objectifs, sur des critères de long terme, plus tu deviens antifragile à ces signes noirs. Un autre signe noir qu'on n'a pas prévu, l'IA. Et qu'est-ce qu'on se dit? Non mais moi ça va pas m'arriver, non mais moi c'est trop spécifique, non mais moi. Ok, je reviens d'un sommet sur l'IA. T'es pas prêt. Microsoft, je crois, ils ont licencié 2000 employés. Facebook, pareil, tu me diras, c'est que dans la tech, j'ai vu un article au niveau des consultants qui commencent à tester déjà sur les boîtes américaines, des boîtes 100% IA au niveau des consultants. Donc des consultants, conseils, 100% IA. Il y a quelqu'un qui a déjà fait ça pour l'instant. Donc c'est pour ça que je dis que c'est dangereux de se limiter seulement ça, dans ses choix de carrière, dans ses choix d'orientation, à je me sécurise et on verra après. Parce que si au final à la clé il n'y a pas vraiment de sécurité, je vais emprunter une phrase d'un livre que j'avais lu qui était pas mal, le risque c'est la nouvelle sécurité. Aujourd'hui, est-ce que ça ne vaut pas mieux de affronter cette introspection, chercher à aller vers quelque chose qui nous plaît? Je ne te dis pas de ne pas prendre en compte la sécurité, je te dis que dans le cadre où juste avoir un taf aujourd'hui, ce n'est plus une sécurité, encore moins dans les années qui vont venir, surtout quand tu ne maîtrises pas les signes noirs, est-ce qu'il vaudrait pas prendre un petit peu de recul, commencer dès maintenant à te poser de qu'est-ce que tu veux faire vraiment, et au moins essayer de te demander, et pas fuir la question, est-ce que je peux commencer déjà à m'orienter, ou en tout cas faire des choix qui sont en cohérence avec un truc que j'aimerais bien faire, où je pourrais m'épanouir. Parce qu'au final, en ayant ce plan, je me sécurise, on verra après, tu ne fais que différer le problème dans le temps. Parce qu'en réalité, une fois que tu auras ton CDI, même si ça se passe bien, même si tu finis par trouver une planque, ok? La même question va revenir. Et c'est là où j'en viens à mon dernier exemple, celui d'une pote qu'on va appeler Salomé. Elle arrive dans un Big Four. Au début, c'était putain, vraiment, c'est trop la planque. Je kiffe de ouf. Ambiance de fou, je suis avec tous mes potes. Et en plus, je fous rien. Du coup, j'ai trop mon équilibre vie pro-perso, je kiffe, etc. Ouais, bon ben, elle a fait ça quoi, 2 ans, je crois. Là, crise de sens. Putain, qu'est-ce que je fous de ma vie? J'ai l'impression de rien foutre. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Je suis dans un truc, chaque fois que je me lève le matin, je sens que je suis pas aligné. Je sens que ce que je fais, ça a pas trop de sens pour moi. Dépression, je ne sais pas, ça arrive à beaucoup de gens. Et la même question se repose à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et on se dit que après, on sera dans des meilleures conditions pour faire ce choix, pour prendre des décisions, pour savoir ce qu'on veut faire. Sauf que c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que le après, c'est pas pareil. C'est plus la même chose. Maintenant, tu as quelque chose à perdre. T'as un loyer à payer, t'as des responsabilités. À un moment donné, tu vois tes potes commencer à se maquer, peut-être même potentiellement avoir des enfants au bout d'un moment, à contracter un prêt, acheter un appart, etc., etc. C'est plus la même chose, c'est plus les mêmes considérations. Et ça se joue en 3 points. Il y a de la pression sociale au bout d'un moment. On va dire, mais t'es fou?
T'es folle de faire ça. Tu vas pas quitter ton CDI. Comment tu vas faire et que ça, tu vas te mettre au chômage. Il y a le biais des coûts irrécupérables. C'est-à-dire, j'ai pas fait tout ça d'années d'études pour me retrouver au chômage et pour au final ne pas continuer ma carrière. Il y a cette histoire de la carotte. On voit ça beaucoup dans des trucs genre conseil, M&A. Comme ton salaire il augmente, ton niveau de vie il augmente, c'est compliqué de redescendre pour finir par faire un truc que tu veux. Et puis un jour, c'est un peu le truc de il avait besoin de s'asseoir 20 secondes, il s'est assis 20 ans. Tu te retrouves à 40 ans et tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? C'est là où c'est dangereux. Bon, là j'ai un petit peu plombé l'ambiance. Au final, est-ce que je cherche vraiment à te convaincre de te poser la question maintenant? Non. Moi, pour moi, je veux juste te donner la réalité des choses. T'exposer, avoir cette discussion honnête avec toi de quelle est la réalité, qu'est-ce qu'il est très probable qui va se passer, et pourquoi il vaut mieux que tu ne fuis pas cette question aujourd'hui. D'autant plus que je me démène pour essayer de t'aiguiller là-dessus et te proposer des solutions. Maintenant, la question, est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas prendre en compte le prestige, la sécurité, l'argent dans ses choix de carrière? Pas du tout. Et je vais même te dire dans quel cas c'est un bon choix de s'orienter en fonction du prestige, de la sécurité, de l'argent. Après avoir discuté avec énormément de personnes, j'ai un avis très tranché là-dessus. Quand choisir le prestige et la sécurité? Parce que au départ, je pensais pas, et par l'expérience, par les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai interviewées et tout, je me suis rendu compte qu'il existe un scénario où avoir comme seule métrique le prestige, la sécurité, c'est possible, c'est viable. Mais dans deux cas de figure. C'est soit tu choisis une valeur tampon, soit t'as un plan. Par valeur tampon, j'entends que ça ne vaut le coup que si tu vises et tu réussis à obtenir le top. C'est-à-dire une position, un titre, une entreprise, un job qui dit au monde que tu as de la valeur. De la valeur perçue, en réalité, pas de la valeur réelle, mais en tout cas de la valeur perçue. C'est-à-dire que quand tu dis ce que tu fais, quand tu donnes ton titre, l'entreprise dans laquelle tu travailles, on se dit « Ah ouais, quand même ». Exemple, une dont je suis sûr que c'est le cas, McKinsey par exemple. Je sais que les personnes qui ont fait McKinsey, qui ont réussi à intégrer McKinsey, ont une valeur perçue, ils ont un statut dans le monde du travail. Ce qui fait que même s'ils quittent après, ils peuvent avoir des opportunités, on peut les prendre dans d'autres secteurs. Typiquement, on a une interview qui a disparu sur la chaîne, mais avec quelqu'un qui travaillait chez Canal+, il te disait que à des hautes sphères, t'as des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'audiovisuel, mais qui ont juste fait McKinsey, et qui pourtant sont prises et peuvent se réorienter, avoir une autre carrière, etc. Typiquement, quand je te parle de valeur tampon, HEC. HEC, ça a un symbole dans la tête des gens. Quand j'ai vu sur un commentaire TikTok dernièrement, « Ah, on n'a pas besoin de faire HEC pour savoir ça ». Ça veut dire que dans la tête des gens, HEC égale quelqu'un d'intelligent, égale quelqu'un de compétent. Est-ce que c'est la vérité ou pas? On s'en tape. C'est pour ça que je parle de valeur tampon et du top. Si je te dis Schema c'est une bonne école, hein, y a pas de souci. Mais est-ce que ça a la même résonance qu'un HEC? Non, pourquoi? Parce que c'est pas la première, tu vois, c'est pas le top. Donc c'est là où je veux en venir, et je te donne un exemple concret. Tu vois peut-être le créateur de contenu Jocaris, qui a été le premier à faire des interviews de personnes dans post-école de commerce avec des parcours prestigieux, etc. Quand il a commencé, c'était quoi son argument de vente pour sa personne, pour son contenu? Ex-VP Goldman Sachs, reconverti en streamer. Ex-VP, ex-vice-président Goldman Sachs. Juste ce fait-là, ça lui donnait un biais d'attention, ça lui a donné des opportunités, ça lui a donné une crédibilité, un statut, une légitimité à parler, juste qu'on l'écoute de ce fait-là. Factuellement, et il l'a dit lui-même, c'est pas un tacle, des vice-présidents, il y en a plein, ok? Mais c'est un statut, c'est un titre qui fait « Oh putain, c'est quelqu'un », tu vois? Pour moi, le seul truc qui vaut le coup de sacrifier le sens à court terme, c'est ce cas-là. En fait, ça vaut le coup du sacrifice. Et c'est ça le point où je veux en venir, c'est qu'il faut comprendre que si tu fais ça, c'est un sacrifice. Pareil, si tu vas dans les top carrières en finance ou bien dans plein de choses, il faut comprendre que c'est un deal que tu passes avec toi-même. Ok, tu vas chercher potentiellement une véritable sécurité, bien que, voilà, bref, j'ai un problème avec le terme sécurité, t'as capté, mais en tout cas, tu pourras te retourner derrière, ça dit des choses de toi, etc., etc. L'inconvénient de ça, c'est que, à force, une fois que t'es arrivé au bout, ça peut être un one-time hit, c'est-à-dire des gens qui ont réussi une seule chose dans leur vie et qui ne font rien après. Pourquoi? Parce qu'il y a la question, on y vient, ok, mais tu fais quoi après?
C'est-à-dire que si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu diffères le problème dans le temps. C'est-à-dire si tu ne choisis pas maintenant, ou en tout cas tu ne te poses même pas la question, tu n'arrives pas à te projeter, à faire les recherches, à t'informer, à essayer de te connaître toi-même et de le lier avec quelque chose qui pourrait t'intéresser, un projet quitte à ce qu'il change, tu vois. Ça veut dire que tu fais les choses dans le vide, ok, t'auras charbonné de ouf, t'auras atteint ta position, mais après, so what? Tu fais quoi? En fait, t'es toujours à la même case départ. Et sauf que là, comme on l'a dit, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être un prêt, il y a peut-être... C'est pas la même chose. Et puis surtout, en fait, et c'est ça le plus gros point, c'est que tu peux entreprendre une carrière extra prestigieuse, ok, c'est très scolaire, très ok, je fais tout ce qu'on me dit et tout, de quoi rendre fier tes parents peut-être, mais est-ce que tu sauras tenir jusqu'au bout si tu ne sais pas pourquoi tu le fais? Ok, le prestige et tout ça, mais si t'as pas un drive, si tu sais pas ce qu'il y a à l'après, si t'arrives pas à te projeter, est-ce qu'il y aura pas un coup à bon au bout d'un moment, un découragement? T'en as qui non, qui sont très doués et très scolaires et qui arrivent et qui se posent pas de questions, qui font des burn-out, t'en as qui non, j'en ai croisé, hein, des gens qui se sont réveillés après et ça a fonctionné pour eux, tu vois. Mais c'est la question. Et pour moi, du coup, ça vaut le coup, en réalité, que dans un seul cas. Eh bah oui, c'est si t'as un plan. Et par plan, j'entends soit un plan de carrière, soit un plan financier. Ah oui, et je précise un truc que j'ai oublié, quand je parle de valeurs tampons, il faut faire attention à distinguer les véritables valeurs tampons, et c'est pour ça que je parle de top, des fausses valeurs tampons. Des choses qui, ok, sur le papier, tes parents connaissent, ou ça a l'air prestigieux, etc., mais ça dit pas fondamentalement grand-chose de toi. Donc quand je te parle de valeurs tampons, il faut bien faire attention à ça, comme dans les exemples que je t'ai donnés, je parle du top, ou d'un titre que tu vas chercher, ok? C'est très important. Et quand je parle de plan de carrière, ça signifie que tu ne fais pas un choix dans le vent. Tu peux choisir le prestige, tu peux choisir la sécurité, tu peux choisir de rester général si tu veux, etc. Mais ça ne t'empêche pas de commencer déjà à te poser des questions, à te créer un plan, à essayer de te projeter, à regarder nos vidéos, c'est pour ça qu'on fait ça aussi, mais à poser des questions, à parler à des gens, à regarder si c'est le prestige qui t'intéresse, les top positions. Ok, je veux faire ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont à telle position et qui ont mon parcours? Est-ce que ça fera vraiment une différence? Par exemple, il y a une fille qu'on avait interrogée, ok, elle a fait McKinsey, d'accord, mais son truc, c'était le sport business. Aujourd'hui, elle est en sport business et McKinsey lui a permis de faire le pont vers le sport business, tu vois. Autre exemple, Eugène, avocat qu'on a interviewé, le mec a fait, je crois, 10 ans d'études, t'as des potes à lui qui sont devenus avocats, qui gagnaient beaucoup plus d'argent, beaucoup plus tôt que lui et tout. Même si lui, il a voulu terminer avocat, il a voulu faire école de commerce en même temps, il a fait un stage à UC Berkeley, je sais pas quoi, bref, on s'en fout, pour un d'études, ok. Mais derrière ça, il a utilisé toutes les composantes très prestigieuses qu'il a eues pour se créer son métier sur mesure. Si tu as un plan, ce sera toujours mieux. Ou alors, si c'est le prestige ou même seulement l'argent, il y a un autre cas de figure où c'est intéressant, c'est si tu as un plan financier. T'as pas seulement un plan de carrière, où la carrière, en fait, tu t'en fous un peu, tu veux de la thune. Un plan financier, c'est par exemple Cédric, c'est une vidéo qu'on devait sortir, il est risque analyste en Suisse. Je sais pas si elle sera sortie à l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo, elle devait sortir depuis un moment, mais on a eu des galères, bref. Typiquement, ce mec, son plan c'était quoi? Il voulait investir dans l'immobilier, bah il s'est dit, je vais aller en Suisse, je vais taper du 120K par an, ok? Il met de côté 3000 € par mois minimum, ok? Il a déjà acheté un appartement, là il veut construire son empire d'immobilier, avant 30 ans, son plan c'est d'être millionnaire, ok? Par le parcours classique. Et il a son plan financier, il sait pourquoi il le fait. Il y a des fois, c'est chaud, ok? Il termine tard, etc. Mais il sait pourquoi il le fait. Et ça fait une différence. Maintenant qu'on a parlé du prestige et de suivre la voie classique, la voie royale, etc., on va parler d'un truc dont personne ne parle, ok? C'est le coût d'opportunité à ne pas développer d'expertise, à ne pas te spécialiser maintenant. Jusqu'ici, on a parlé du coût d'opportunité à te spécialiser, justement. Là, on va parler de l'inverse. Et ça a trait à 2 points. Premièrement, qui gagne le plus d'argent dans la société aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Il y a une pyramide des gens qui gagnent de l'argent. En bas de la pyramide, t'as les généralistes. Ensuite, t'as les spécialistes. Ensuite, t'as les experts. Ensuite, t'as les célébrités. Tu peux bien gagner ta vie en restant généraliste, en faisant un truc que tout le monde fait, entre guillemets, mais tu auras toujours un plafond. Ensuite, t'as les spécialistes. Si demain t'as un cancer, et je ne te le souhaite pas, tu préféreras quoi? Aller voir un généraliste ou aller voir un oncologue? La réponse va de soi. Pareil, sur des problématiques très précises, quand tu développes des spécialités, forcément,
t'as plus d'attractivité sur le marché. Ça, c'est normal. Donc, ta rémunération grimpe, ta rémunération augmente. Ensuite, t'as les experts. Experts, pourquoi tu vas gagner bien plus d'argent que même les spécialistes? C'est parce que là, t'as un titre. Typiquement, je continue sur mon exemple morbide du cancer. T'as un cancer, bah si t'as de la thune, tu vas vouloir aller voir l'expert sur ton type de cancer. Là, c'est au-delà de la spécialité. Il est reconnu sur ça. Et forcément, tu vas devoir allonger un billet. Et ensuite, t'as les célébrités. C'est-à-dire des gens qui ne sont plus seulement connus pour leurs compétences, pour leurs titres, mais pour qui ils sont, pour leur nom. Aujourd'hui, un entretien de 30 minutes avec Barack Obama, c'est 1,5 million, je crois. DSK, je crois que pareil, je crois que c'est 500 000 euros, un truc comme ça. J'ai déjà entendu ça quelque part, bref. Juste par rapport au nom de la personne. Parce que c'est une personne qui a une célébrité. Sa personne est une marque. Et il y a ça dans tout, hein. Il y a, par exemple, tu prends dans la pâtisserie Cédric Grolet. Donc il faut avoir ça quand même en tête. Maintenant, j'ai une deuxième question à te poser. Il faut comprendre que la peur de se fermer des portes, que derrière, en te spécialisant, en poursuivant dans un truc qui a du sens pour toi, dans lequel tu es doué potentiellement, et que les autres ne font pas, qui est peut-être moins prestigieuse dans le nom, dans l'idée, tu te fermes énormément d'opportunités. Mais j'ai une question à te poser. À qui on donne des opportunités aujourd'hui? Souvent, on a tendance à penser que c'est une histoire de piston, de nom d'école que t'as fait, ou bien juste d'entreprise que t'as fait, ou bien même, ouais, de parcours prestigieux que t'as fait. Mais en réalité, il y a un principe qui s'appelle le principe vrai reconnaissent vrai, ça vient de moi, et ça je ne l'ai vu que trop de fois. À qui on donne des opportunités, c'est des personnes qui créent, qui font des choses, qui les montrent. Des gens qui sont des experts dans leur domaine, des gens reconnus, des gens qui ont l'attention de certaines personnes, donc qui ont des communautés, une audience. Et ça aussi, bah c'est un tampon, c'est créer quelque chose de significatif, surtout aujourd'hui. Je vais te donner un exemple très récent. On avait été invité dans une soirée networking business, ok? Et là-bas, je fais la rencontre d'une jeune fille qui est championne du monde de taekwondo. Elle n'avait jamais lancé de business de sa vie, elle a jamais même travaillé dans le monde corporate, même sa carrière est finie parce qu'elle s'était blessée, ok? Au demeurant, hyper sympa, hyper intelligente, on est toujours en contact, etc. Ok, bref, c'est pas le sujet. La fille, c'était la main event de la soirée. Tout le monde était devant elle comme ça. Tout le monde lui accordait de l'attention, tout le monde voulait discuter avec elle, alors que c'est un événement business, c'est un événement networking, tout le monde voulait lui donner des opportunités, ok? Pourquoi? Parce que elle a un titre, championne du monde, le top, ok? Et elle a poursuivi, elle s'est spécialisée dans un domaine, même le taekwondo, c'est même pas le domaine du sport qui paye le plus, ok? Elle avait naturellement un statut et un respect et des opportunités. Et t'as plein de gens qui ont voulu travailler avec elle derrière. Donc, le coût d'opportunité véritable à ne pas se spécialiser, c'est que développer une expertise, une véritable spécialisée dans un domaine, un tampon, une notoriété, c'est aussi un sacrifice. Ça prend du temps, des risques et de l'énergie. Et je te l'accorde, c'est peut-être moins sûr. Bien qu'avec ce que je t'ai dit sur la sécurité, il n'y a plus rien qui est sûr aujourd'hui. Le risque, c'est la nouvelle sécurité aujourd'hui. Donc, techniquement, ça se vaut aussi en termes d'énergie. J'aimerais vraiment que tu y réfléchisses, tu vois. Et c'est à ça que sert notre travail aujourd'hui, c'est te poser des bonnes questions, essayer de faire cette introspection, d'essayer de faire ce travail, d'aller découvrir ce qui t'intéresse, justement pour ne pas t'enfermer pendant des années dans des voies, dans les sortes de prisons dorées auxquelles potentiellement ce n'est pas fait pour toi. Si c'est fait pour toi, c'est cool. Mais il faut savoir un truc, c'est surtout beaucoup plus simple, jeune, que ce soit de développer l'expertise, de prendre des risques, etc., etc., et d'être épanoui, parce que c'est comme ça le but à la fin, tu vois. Donc c'est ça que je voulais te montrer là-dessus. Maintenant, c'est à toi de voir. Donc pour conclure, si tu veux choisir la sécurité aujourd'hui avant tout, vraiment c'est quelque chose de viscéral, peu importe ce que je t'ai dit, etc., vise le tampon, vise le top, ok? Par contre, découvre tes 4 jeux. Développe durant ton temps libre des projets perso en lien avec le pro que tu pourras leverager dans ta carrière. À la limite, dans cette vision du top, essaye même à côté de te demander, pas seulement suivre comme tout le monde et faire la même chose, comment je peux être encore meilleur, comment je peux avoir de meilleurs contacts dans l'univers, comment, tu vois, essaye d'être un requin à la limite si tu veux. Mais ça va te donner du drive et du sens en fait dans ta vie. Et surtout, comme on l'a vu dans la première partie, réduis ton échelle temporelle. C'est-à-dire, utilise les 4 jeux ou les solutions que je t'ai données pour choisir une voie, et sors de cette vision de t'enfermer, ok? Quand tu fais un choix, ok, à l'âge que tu as aujourd'hui, même après, tu vois, rien n'est jamais figé,
ok? Tu détermines un truc, tu vas à fond, comme on l'a déjà dit, et tu te donnes une deadline pour voir où tu en es. Et comme ça, tu maximises les chances de te retrouver dans quelque chose à la fois qui a du sens pour toi et qui rapporte. Alors, on va passer au problème numéro 3, qui est l'un de mes problèmes préférés, c'est le problème de chemin. C'est-à-dire, au fond, j'ai bien une idée de ce que j'ai envie de faire. Il y a bien un truc qui m'intéresse, il y a bien une voie qui m'attire, même si c'est peut-être encore un peu flou, mais voilà. Mais le problème, c'est surtout que je vois pas trop comment y arriver. Le chemin est pas aussi clair ou limpide que le conseil ou la médecine, quoi. Ok, donc là, on va voir une solution concrète que j'ai développée, qui s'appelle le protocole des 3 personnes. Ça se joue en 3 étapes, c'est hyper simple, pour te créer toi-même ton propre plan de carrière, ton propre chemin pour arriver à tes fins. Ça va se jouer en 3 étapes. Étape 1, data, récolte de data. Et pas n'importe quelle data, tu veux trouver 3 personnes. La première personne que tu veux trouver, c'est toi. Qui est-ce que tu veux devenir? Et toi, en termes de temporalité et de précision. C'est-à-dire que, ok, il y a un truc qui t'intéresse, il y a une voie qui t'intéresse, mais tu veux récolter un maximum d'informations là-dessus. Et surtout, la position que tu veux obtenir, d'accord? Tu veux que ce soit un maximum précis et aussi une question de temporalité. Combien de temps je me laisse pour valider que c'est bien la voie que j'ai envie d'emprunter, pour avoir testé suffisamment de choses pour me rendre compte est-ce que c'est la bonne voie pour moi? 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? Combien de temps j'accepte de sacrifier pour ça? Et c'est important de savoir combien parce que tant que tu n'as pas déterminé de manière concrète ce que tu veux devenir et en combien de temps, c'est juste un rêve flou. Numéro 2, une fois que tu te connais toi et qui tu as envie de devenir, ce que tu veux trouver, ce sont les vétérans. C'est-à-dire, tu veux trouver et parler à plusieurs personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Ça paraît tout con, mais c'est la base. Et attention, quand je dis parler, c'est pas un que tu trouves. T'en trouves un maximum, t'en trouves plusieurs. Tu vas à des forums avec des entreprises, avec des boîtes, machin, t'essaies de te... Tu te démerdes, mais t'essayes d'en parler à un maximum. De te renseigner. Après, il y a des informations sur Internet, etc. aussi, mais t'essayes d'en parler à un maximum. Et attention, tu veux pas leur demander des conseils. Tu t'en fous de leurs conseils, ok? Ce que tu veux, c'est connaître uniquement leur parcours. Le chemin, les différentes décisions qu'ils ont prises dans leur parcours et qu'ils ont empruntées, ok? Pour arriver là où toi tu veux arriver. Pourquoi tu leur demandes seulement leur parcours et pas des conseils? Tout simplement parce que généralement, les gens ont très peu de recul sur eux-mêmes, sur leur parcours, et en réalité, ils sont très mauvais pour te dire comment ils en sont arrivés là où ils en sont. Souvent, il y a le facteur chance, et des fois, tu peux penser que tu as réussi à arriver là où tu en es pour telle raison, alors que ça en est une autre, tu vois? Donc là, tu vas juste te baser, si tu n'écoutes que ça, genre, et ce que font la plupart des personnes, hein, ils vont écouter une personne qui leur a dit, moi je te conseille de faire ça, 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 si tu veux faire ça. Biais d'autorité, ok, bon mais il m'a dit c'est de quoi il parle, il est passé par là, je l'écoute, il a raison. Ok, dans les faits, peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il ne sait même pas pourquoi lui-même il a réussi. Ça reste une opinion, ce n'est pas fiable comme jugement. Et on va voir pourquoi dans l'étape 2, fonctionner comme ça c'est plus fiable. Ensuite, on a ce que j'appelle les gatekeepers que tu veux trouver. Littéralement, gardien de la porte, mais ça faisait plus stylé en anglais. Ce sont les personnes qui seront responsables que tu réussisses à atteindre telle ou telle position. C'est-à-dire, par exemple, des recruteurs, des RH, les personnes qui te font passer les entretiens, les managers, etc. Ce que tu veux, c'est les trouver, et pareil, récolter un maximum d'informations sur leurs attentes, leur psychologie, ce qui les rebute, les mots qu'ils emploient, les endroits qu'ils fréquentent, etc. Pour t'imprégner de toute leur psychologie et pour maximiser tes chances, une fois que tu seras dans le bain, de dépasser tous tes concurrents. Et une fois que tu as l'ensemble de ces informations-là, donc c'est-à-dire avec précision qui tu veux devenir et dans combien de temps, le parcours d'un maximum de personnes qui ont réussi à faire ce que tu veux, ainsi que toute cette recherche sur la psychologie, les attentes des personnes qui diront oui ou non à la fin pour te donner ce que tu veux, on passe à l'étape 2, que j'appelle l'identification des patterns. En fait, tout à l'heure, je t'ai dit que tu voulais pas te baser sur ce qu'on te dit, les histoires qu'on veut bien te raconter, ou les conseils de personnes, etc., même s'ils sont qualifiés pour. Pourquoi? Parce que c'est pas fiable. Ce qui est fiable, par contre, ce sont les patterns. Étape 2, identification des patterns. Tu vas comprendre pourquoi on a récolté ces informations-là. Ce que tu vas faire, c'est avec les infos que tu as répertoriées, tu vas croiser les données.
C'est-à-dire, et c'était ça l'intérêt de récolter un maximum de parcours différents, tu vas croiser les parcours et identifier les patterns, les choses qui reviennent, ok, dans ces différents parcours. Souvent, ce sont des choses qui sont insoupçonnées, qui font la différence et que les gens ne se rendent même pas compte. Mais qu'en fait, qui reviennent dans chacun des parcours. Il y a des choses évidentes, ok, et il y a des choses un peu moins évidentes. Et c'est en trouvant ces choses, ces patterns qui reviennent chez ces personnes qui ont réussi dans tel domaine que généralement, tu trouves la solution pour te démarquer et te différencier de la concurrence. Donc tu vas croiser les données, générer des hypothèses. Ok, j'ai vu que quand même, la plupart des gens qui ont réussi à faire ça, ok, ils sont passés par ça. Ou bien ils ont créé ça. Ou bien ils ont eu tel succès dans ça. Ou bien ils ont réussi à copiner avec telle personne. Ok, tu vas générer ces hypothèses-là, et ensuite, tu vas créer ton chemin sur mesure en fonction de ces différentes choses que tu auras identifiées, des différents patterns que tu auras identifiés. Ok, donc j'ai identifié des points communs dans les parcours de ces personnes, ça veut dire qu'il y a d'énormément de probabilités que si je veux arriver à tel endroit, il faut que je passe par ces points-là, ce qu'on appelle des points nexus. C'est-à-dire, si je veux maximiser ma probabilité de, in fine, me retrouver dans la position à laquelle j'aspire, il y a certains points, il y a un chemin qui se dessine de par les patterns que tu auras identifiés, de par les informations que tu auras récoltées, et c'est à toi de moduler ce chemin en fonction du prix que tu es prêt à payer. C'est-à-dire qu'il y a des choses que certaines personnes auront fait qui ne seront pas possibles pour toi. Il y a d'autres choses qui, elles, seront possibles. Il y aura des compétences que tu pourras développer maintenant quand tu auras le temps peut-être, et qui auront fait la différence chez elles. Il y aura d'autres où tu auras moins le temps. Donc c'est à toi de faire cet arbitrage. Mais au moins là, tu vas pouvoir te créer un chemin sur mesure. Le fait est que tu auras fait un pas dans la direction dans laquelle tu veux obtenir, tu auras maximisé tes chances et les probabilités d'y arriver, tu seras dans la bonne voie. Au pire, même si tu te foires sur le premier coup, sur au final c'était pas ça, puisque ça reste des hypothèses et tout, et justement on va y venir, tu auras quand même pris une bonne décision. Tu te seras basé sur des faits, sur la réalité, pas sur ce qu'on te dit, pas sur des histoires qu'on te raconte de « Ah non mais là c'est bouché, ah non mais en fait pour faire ça il faut faire ça, on m'a dit ça ». Non, là tu te bases sur des faits. Et c'est pour ça que tu te crées un bon plan et un bon plan de carrière. Et maintenant, une fois que tu as généré ces hypothèses-là et que tu te seras créé ton chemin, étape 3, confrontation réelle. Tu vas tester et valider tes hypothèses dans la réalité. Et je vais te donner un exemple, parce que là, j'ai quand même parlé beaucoup. Je vais te donner l'exemple d'une personne que j'avais eue en coaching avec ma méthode des 4 jeux, qui s'appelait Mathieu. Suite à mon analyse et l'introspection que je l'ai fait réaliser, il y a des points qui sont ressortis, et notamment le point de la politique. En fait, c'était un truc qu'il y avait en lui depuis un moment auquel il y pensait, ok, mais pareil, en fait, il savait pas spécialement comment y arriver. C'est-à-dire que lui, ce qu'il avait entendu, bon ben, faut faire l'ENA, quoi. Ou bien, faut faire Sciences Po. Le problème, c'est qu'il avait un parcours école de commerce. Au stade où il en était en plus, il avait un peu la flemme de retourner faire des études, etc. Il se disait, bon, en plus de ça, le chemin, il a l'air un peu flou. Est-ce que je vais vraiment aller faire des études pour être même pas sûr de terminer en politique? Mais ça, c'est ce qu'on entendait, ok? Je lui ai dit, attends, si tu veux faire de la politique, moi je peux te créer un chemin pour faire de la politique. Mais faut qu'on raisonne de manière pragmatique. Donc on en revient, étape 1, data. Ok? 3 personnes à trouver, qui il veut devenir, ok, combien ça prendrait de temps pour rentrer dans la politique, etc. On va skip ça. J'ai juste fait une recherche simple sur les vétérans, ok? J'ai pris une liste de politiciens, ok, connus, d'accord, et j'ai regardé leur parcours. Certes, t'en avais qui avaient fait l'ENA, t'en avais qui avaient fait Sciences Po, t'en avais aussi qui avaient fait du droit, ok, Éric Dupond-Moretti, par exemple, t'en avais qui avaient fait du journalisme, t'en avais qui étaient éditorialistes, il y a même des gens qui ont été des élus locaux, qui n'ont pas de background scolaire hyper poussé et tout, qui ont juste été des élus locaux et qui ont réussi à se démarquer, etc., etc. Ok. En fait, t'as plein de parcours différents pour y arriver, et c'est ce qui rend flou la politique. Quand tu fais ce travail de regarder les faits, que tu te demandes qu'est-ce qui reste vrai, et que tu identifies les patterns, par exemple, un pattern qu'on avait identifié, c'est que la plupart des gens qui se sont lancés en politique ont écrit un livre. Ou alors, ont publié des thèses ou des articles dans des journaux. Ça signifie quoi, par exemple? Ça signifie que, ok, tu veux maximiser tes chances de te retrouver en politique. Admettons, t'as fait une école de commerce, ok? T'as le choix de continuer de faire un double cursus, de continuer, d'essayer, etc. Mais t'as d'autres voies, ok?
Ça veut dire qu'en fonction de tes appétences, de tes contraintes, il y a différentes voies, tu peux les choisir, ok? Mais tu sais que dans ton parcours et dans le chemin que tu te crées, à un moment donné, va falloir te mettre potentiellement à l'écriture. Parce que c'est un médium qui est reconnu dans cet univers-là. De même, on a vu que la plupart de ces personnes ont un lien avec les médias. Donc la question qui se pose après, c'est ok, comment je peux potentiellement intervenir dans les médias? Quels sont les différents liens? Et tu vois, à force de se poser ces questions-là, à force d'être dans une logique d'identification, d'analyse, de ok, donc je vois qu'il y a ça, comment je peux faire pour être dans les médias? Ou bien ok, est-ce qu'il y a une alternative à ça? Ou alors ok, comment on fait pour devenir un élu local? On se libère des ah non mais c'est trop compliqué, c'est flou, etc. Non, concrètement, ok, on se pose des questions, on avance, on essaye. C'est une sorte de jeu en fait. On a vu que sinon, t'as des personnes, ce sont des grandes gueules, des personnes qui ont énormément de réparties. Aujourd'hui, t'as même pas besoin de ça, si t'as des avis politiques, etc., tu peux percer sur les réseaux et faire de la politique, potentiellement. T'as énormément de politiques qui ont énormément percé grâce à TikTok. Donc, finalement, il y a plein de voies possibles. Et tu peux te créer ton propre chemin sur mesure, c'est possible. Autre exemple, dernièrement dans la FAQ sur YouTube, on m'a demandé, ok, comment on fait pour aller en sport business? Sport business, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une fille qu'on connaît là-dedans, mais moi j'y connais rien, ok? Mais ce que je lui ai répondu, c'était un simili du protocole des 3 personnes, que je lui ai dit, ok, moi, si je voulais, d'un coup là, je me réveille demain et je me dis, putain, le sport, c'est ma passion, et j'ai envie de travailler dans le sport business après école de commerce, ok? Mais il est vrai que c'est un peu flou, tu sais pas vraiment dans quoi, comment ça se fait, le parcours pour y arriver, etc. Mais qu'est-ce que je fais? Déjà, je lis tout ce qui est possible et inimaginable sur internet au niveau des interviews de personnes qui travaillent là-dedans, des articles, de tout ce que tu veux, sur YouTube, des gens qui travaillent là-dedans. J'essaie de trouver un maximum d'informations là-dedans, ok? Je regarde le Media Trade parce qu'on va recevoir quelqu'un en sport business. Ensuite, je regarde les personnes qui travaillent dans cet univers-là. Je regarde les différentes positions assez élevées, assez prestigieuses. Et j'en choisis une pour me donner un cap, pour me dire, ok, j'ai envie par exemple de devenir directeur marketing d'un club, ou bien CEO d'un club, ou bien directeur d'une agence de footballeurs de partenariat, j'en sais rien, si ça se trouve je dis des conneries. Et je me dis ça. Et peut-être que sur la route je me rendrai compte que c'est pas ce que je voulais faire, ok? Mais je m'en fous. Le truc qui m'attire le plus sur le papier, je me donne ça comme objectif. Comme ça je sais que là, j'ai un objectif. Ensuite, vétéran. Je me fais une putain de liste Excel de tous les clubs, de toutes les agences, de toutes les personnes, de tous les mots-clés possibles et inimaginables sur Sport Business. J'essaye d'en avoir 500 et je les contacte tous. Je leur demande un appel, je regarde en amont comment on fait un bon message de prospection LinkedIn. S'ils me répondent pas, je prévois 2 appels de relance. Ensuite, je me pose la question, ok, comment poser les bonnes questions, comment éviter de faire perdre son temps à la personne à qui je vais parler pour récolter un maximum d'informations, notamment les choses que je veux obtenir, c'est leur parcours, ok? Pas leurs conseils, mais comment ils ont fait. Tu peux leur demander par politesse derrière, ok, t'as des conseils et tout, on s'en fout, non. Ce que tu veux, c'est connaître leur parcours. Ensuite, on va parler aux gatekeepers, on va parler aux RH, on va parler aux managers, on va parler aux recruteurs. Ensuite, quand je parle de gatekeepers, on essaie de trouver des groupes, des communautés qui mettent en place ces personnes-là, des endroits où ils se retrouvent, peut-être tout un tas de lieux communs qui sont en rapport avec cet univers-là, et derrière, on récolte les infos, on s'amuse. Ensuite, pour montrer qu'on est intéressé, on va monter un petit projet. Par exemple, peut-être qu'on peut aller créer une chaîne de podcast, on va interviewer des acteurs de l'écosystème, ou bien on peut tout simplement créer un petit compte Insta, où t'as pas besoin de faire comme nous et dépenser des milliers d'euros pour aller dans des studios et tout. Non, ça peut être juste des petites interviews de 2 minutes, même en visio, tu peux créer un petit compte Insta. Tu peux te créer toi-même, avant même d'être dans le sport business, un petit projet sur les réseaux, ça mange pas de pain. Ou alors, t'as même pas besoin de montrer ton visage, si t'as pas besoin, tu peux même juste des actualités du sport business, tu vois. Un truc qui montre que, sans être dedans déjà, tu fais partie de l'écosystème. Ensuite, à force que tu accumules tes informations, à un moment donné, tu identifies les patterns, tu croises les données. Ok, est-ce que j'entends des petits éléments qui ont l'air d'avoir fait la différence, mais personne n'en parle? Si je veux atteindre ça,
bam bam, ok, je vais commencer par faire ça, je fais ça en particulier. Ensuite, derrière, je sais qu'on m'a dit, par exemple, je me rends compte qu'il faut développer telle compétence pour y arriver, comme je sais pas, être hyper chaud en relationnel, etc. Ok, est-ce qu'il y a des livres qui parlent de ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui parlent de ça? Est-ce que je peux payer des coachings qui parlent de ça? Est-ce que je peux commencer, à mon humble échelle, à mon humble niveau, à faire du sport business? Par exemple, j'ai des potes qui sont en centre de formation, mais je sais pas, essayer de trouver des clubs pour les plug avec, nanana. En fait, c'est ça le mindset qu'il y a à avoir. Une fois que t'es parti là-dedans et que tu cherches, t'y vas à fond, t'y vas avec tes tripes. C'est comme si, avant même d'avoir compris comment atteindre le sport business, dans ta tête, t'y es déjà. Le chemin, après, tu le crées sur mesure, tout seul. Mais pour ça, il faut à minima trouver ces 3 personnes, générer des hypothèses et aller les tester. Parce que tu peux créer tous les plans sur mesure que tu veux, c'est toujours la réalité qui aura le dernier mot. Mais en tout cas, si tu veux vraiment, il y a toujours un moyen. C'est toujours possible. Et problème numéro 4, c'est pas que t'as pas d'idées, c'est pas que t'as trop d'idées, tu sais pas comment faire, etc. Non, en fait, au fond, tu sais ce que tu veux faire. Tu sais même potentiellement le chemin et tout pour y arriver, hein. Et un mais. Un énorme mais. Et ce mais, c'est... On gagne pas assez d'argent avec ça, c'est pas assez prestigieux, c'est trop difficile pour moi, ou bien il faut connaître des gens, etc. Impossible, pas compatible avec école de commerce, etc. C'est pas possible pour moi. Tout ça, c'est ce que l'on appelle des narratives. Ce sont des vérités générales qu'on entend, c'est-à-dire que c'est des pensées que tu auras naturellement, qui ne viennent pas de toi, mais que tu auras entendu et que tu vas prendre pour argent comptant. Tu vas te dire, ok, c'est la réalité, et ça va biaiser ton jugement. Tu vas pas te baser sur des faits pour te dire, pour écarter cette vision-là. Non, tu vas te baser sur des on-dit. Sauf que les on-dit, généralement, c'est de la merde. Donc, on gagne pas assez d'argent avec ça. On va les prendre un par un. Ça, c'est peut-être le truc le plus courant que je vois, et tellement assumé. C'est-à-dire que souvent ça vient des parents, non mais tu vas pas faire ça, on gagne pas d'argent avec ça, pas sérieux 2 minutes, tu vois. Mais mon problème là-dessus, justement, ça que je le remets là, c'est la narrative, c'est l'histoire qu'on te raconte là-dessus. C'est ton daron qui te dit, non mais on gagne pas d'argent avec ça. Et toi, comme on te l'a dit, tu le crois. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que t'en sais concrètement, réellement, au-delà de, ouais mais moi je connais personne qui gagne beaucoup d'argent avec ça, ouais mais on m'a dit que factuellement, au-delà de ça, qu'est-ce que t'en sais concrètement? La solution à ça, si tu te dis ça, si t'as envie de faire quelque chose, mais t'as ces différents points-là, la solution c'est le switch. C'est-à-dire que, au lieu de te répéter, de te rassurer en boucle parce que t'as peur d'y aller, l'affirmation «non mais on gagne pas beaucoup d'argent avec ça», tu vas transformer l'affirmation en question. Tu vas transformer la narrative en question. C'est-à-dire, ok, est-il possible de gagner plus d'argent avec cette voie? C'est-à-dire, ok, même si dans cette voie-là, on gagne pas beaucoup d'argent, est-ce que c'est possible de gagner plus d'argent avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui le font? Est-ce que tu as cherché? Autre question, même s'il y a personne, admettons t'es dans la position, comment on gagne plus d'argent dans un domaine de manière générale? Et est-ce que cette manière de gagner plus d'argent, qui se fait peut-être dans d'autres secteurs, est-il possible de l'attribuer à cette dynamique? Là, tu vois peut-être pas de quoi je parle. Je vais te donner un exemple, prof de maths. Est-ce que dans ton imaginaire, un prof de maths, il gagne beaucoup d'argent? Quand je parle de beaucoup d'argent, allez, on va dire un truc tampon à la con, plus de 10 000 euros par mois. Non, dans l'imaginaire collectif, la narrative, l'histoire qu'on raconte, c'est que les profs de maths, allez, tu vas gagner quoi? Entre 2 000 et 4 000 euros, voire 5 000 en fin de carrière. Ou alors, si t'es agrégé, allez, 6, 7, 8 000 euros, 9 000 euros, allez, max. Ok? Mais après des années. Dans mon parcours, j'ai vu 3 types de profs de maths différents, ok, qui gagnaient chacun plus de 25 000 euros par mois. Plus de 25 000 euros par mois. Des profs de maths. En donnant des cours de maths. Comment ils ont fait? Marketing. Tout n'est qu'une question de marketing. Gagner de l'argent, ok, c'est une question de marketing. Alors, le premier que j'ai vu gagner autant, c'était mon prof de maths au lycée. Pas mon prof de maths, mais un prof de maths que je prenais en supplément. En gros, j'allais le voir chaque veille de DS.
parce que je foutais rien pendant le trimestre, quand il arrivait le DS, bah en fait, j'allais lui poser les questions, les trucs auxquels j'avais pas compris. C'était juste ça. Bah ce mec-là, il gagnait plus de 25 000 euros par mois. Comment il faisait? À côté des cours, il avait pris un local, et 25 000 euros sans son salaire de prof, hein. Euh, il était agrégé, il avait 15 heures de cours par semaine. Il avait loué près de l'école, il travaillait dans une école privée, donc une école bien réputée, etc. Il avait pris à côté de son travail un local qu'il louait 500 euros par mois, et il mettait là-dedans 7 à 8 élèves, ok, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi après-midi. Il prenait 50 euros de l'heure par élève. T'as des élèves qui restaient en moyenne de 14h à 18h, de 14h à 20h. Et lui, tout ce qu'il faisait, c'est il était là, il était dans la salle, il donnait des exercices, et quand les élèves avaient besoin, il l'appelait, il venait, il était très doué, il leur expliquait en 2 secondes, et voilà, et sinon il était sur son portable, il draguait des meufs. Autre cas de figure, ça c'était plus en prépa. Déjà, tous mes profs de prépa, je crois, prépa privée, profs de maths, je pense qu'ils étaient à plus de 10K, ça j'ai pas l'info. Par contre, source sûre, t'avais des mecs en prépa qui vendaient des cours de maths, des cours particuliers de maths à plus de 10 000 € l'année, ok? Sans compter les upsells, donc les trucs qu'ils vendaient en plus derrière. Eux, ils étaient à plus de 25 000 € par mois, par exemple. Et encore mieux, t'avais un mec qui faisait des cours en ligne pour les mecs qui voulaient intégrer Centrale, ok? Donc, il faisait des cours de maths, il se filmait comme moi je suis en train de le faire, et il faisait des sortes de formations en ligne. Il était à plus de 25 000 € par mois. Tout ça pour dire que gagner de l'argent, ok, peu importe ce que tu veux faire, c'est une question de marketing. On en reparlera si tu veux, dis-moi en commentaire, ça t'intéresse que je développe là-dessus sur une prochaine fois. Peu importe le domaine que tu veux faire, il est possible de gagner de l'argent. T'as des boulangers qui gagnent 1000 balles par mois, t'as des boulangers qui gagnent Cédric Grolet, ok? Il faut être Cédric Grolet, mais t'en as des plus bas qui gagnent... J'ai un pote pâtissier, il gagne 8 000 € par mois. On croirait pas en devenant pâtissier. T'as des médecins qui gagnent 2500 € par mois, t'as des médecins qui gagnent 60 000, 200 000 € par mois. Peu importe le domaine dans lequel t'es, c'est une question d'argent. Si tu te poses les bonnes questions, et si tu fais le switch, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible? Comment? En te posant ce genre de questions-là, et en revenant potentiellement à mon protocole des 3 personnes, ok, qui fait ça? Je vais leur parler, j'identifie les patterns, j'essaie de recouper, ok, hypothèse, ok, on va tester, on va essayer de gagner plus d'argent. C'est possible. Donc là, je te le montre, c'est qu'une croyance. Mais pareil, continuons. Passons à la deuxième. Ouais, mais j'aimerais bien faire ça, mais bon, au fond, c'est pas assez prestigieux. Et ça, c'est un truc qu'on ne s'avoue pas généralement. On va se dire que, voilà, non, mais c'est pas une bonne chose, c'est pas assez sécurisé. Non, en fait, c'est une question de prestige. C'est la question de, ok, qu'est-ce que ça dit de moi en tant que personne? Est-ce que j'aurais pas honte quand je vais dire autour de moi, à mes pairs, à mes parents, mes amis, etc., les gens que je fréquente, est-ce que je vais pas me dire, putain, je peux pas flex avec ça? Si tu penses ça, il y a un truc que tu dois capter, que tu dois prendre en compte dans ta réflexion, c'est qu'il y a 2 choses plus puissantes que le prestige, c'est le profit et les titres. On y revient, on l'a déjà vu dans le problème 3 si t'as bien suivi. Le profit, c'est ok, tes parents, ils pourront peut-être pas dire à leurs potes que tu es médecin, ils pourraient peut-être pas se vanter de ça, ok? Ou que tu travailles, que sais-je, au Crédit Agricole, HSBC, ou bien que t'es un banquier, ou bien blablabla, ok. Par contre, ils pourront dire que tu leur as offert des vacances. Tes amis, ils pourront voir ton lifestyle, si c'est ça qui t'intéresse. Ok? Et ça, les beaux hôtels où tu vas, les bons restaurants où tu vas, ça vaut peut-être le prestige. Et sinon, il y a les titres. Être le numéro 1. Je te renvoie à l'exemple de la championne de taekwondo que je t'ai sorti tout à l'heure dans le problème numéro 3. Et même si c'est ça, admettons par exemple, tu veux faire de la pâtisserie, je sais pas pourquoi, parce que j'ai un pote qui est pâtissier, c'est pour ça que j'y pense. Il y a une différence entre dire, en termes de perception, de statut, je suis pâtissier et je suis chef pâtissier. Ok? Ou bien je fais partie des top 10 des pâtissiers de Paris. Et ça, c'est du marketing. Peu importe en fait ce que tu fais, et si c'est une question de prestige et de regard des autres, tu peux trouver une façon de marketer ce que tu fais pour que ce soit stylé. T'as juste à te donner un titre. Président de je sais pas quoi, directeur de je sais pas quoi. Mais c'est faux, ce qu'on s'en tape. Tu vois l'idée? Si c'est une question de prestige. D'accord? Maintenant, troisième point,
c'est trop difficile, non, mais c'est bouché, non, mais il faut connaître. Ça encore, ce sont des narratifs. Ça encore, ce sont des idées reçues, des choses qu'on dit, mais en fait, dans la réalité, est-ce que c'est vrai? Donc, au lieu de te dire, non, mais c'est pas possible, etc., c'est trop difficile, ok. Comment réussir? Est-ce que c'est possible? Comment on fait pour intégrer cet écosystème? Exemple, Kémil encore, mon très cher associé que tu vois sur la chaîne, avec moi, qui fait les podcasts. Kémil, là, il est bien implanté, là, dans l'écosystème startup, d'accord? Il fait des millions d'impressions sur LinkedIn, là, en ce moment, ok? On a travaillé ensemble sa stratégie de marketing, sa stratégie de contenu sur LinkedIn, il a même sa chaîne YouTube et tout, n'hésite pas à aller follow, Kémil parle startup. Euh, Kémil, il a pas lancé de startup, il a pas travaillé dans le VC, il a pas travaillé, il a pas fait de finance, de private equity. Par contre, Kémil, il est un collab sur les startups. Il a lu énormément de livres sur les startups. Kémil a rencontré énormément de personnes qui ont des startups, des VC, etc. Kémil parle avec des acteurs de l'écosystème. Kémil crée du contenu là-dessus. Kémil crée de la valeur là-dessus. Résultat, des gens veulent travailler avec Kémil. Kémil signe des contrats avec des startups, que ce soit pour du consulting, de l'advisory, puisque lui, l'ayant formé sur le marketing, la distribution, etc., ben maintenant, il a quelque chose à proposer, plus la légitimité du média. Pourtant, à l'origine, il n'a rien à voir avec cet écosystème. Mais ça lui plaisait, et de plus en plus, il va rentrer deep là-dessus, il va peut-être lancer sa propre startup, il aura des opportunités de le seul fait qu'il a fait des choses, qu'il les a montrées. Pourtant, pour en arriver là où il en est, tout le monde lui aurait dit non mais c'est pas possible, non mais il faut faire ça avant, non mais il faut connaître, c'est un petit milieu, le milieu du VC, etc., etc., etc. Preuve, tout ça, ce sont des conneries. La question, c'est est-ce que tu te laisses berner, emprisonner, tromper par tes croyances? Donc là, je te renvoie à la solution numéro 3, protocole des 3 personnes. C'est trop difficile, il faut connaître. Passe par le process, par le système avant de croire tout et n'importe quoi. Va chercher les réponses par toi-même. Et c'est pareil pour le dernier point, c'est pas compatible avec l'école de commerce, c'est impossible pour moi, etc. Switch, ok? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en école de commerce, tu tapes sur LinkedIn, tu mets des mots-clés, tu demandes autour de toi, tu vas dans l'annuaire alumni, tu demandes blablabla. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi même si c'est une seule personne, ok? Est-ce qu'il y a des gens qui peut-être n'ont pas réussi à percer dans le patinage artistique et école de commerce et faire un lien hyper évident, et peut-être qu'il y en a un qui a réussi dans un autre sport. Et peut-être que, bon bah en fait, tu peux copier le process pour le faire, tu vois. Et si c'est vraiment pas possible, on en revient aux 4 jeux, on en revient à l'introspection. Qu'est-ce qui te plaît fondamentalement dans cette voie qui t'intéresse? C'est quoi les composantes là-dedans? Est-ce que ce qui te plaît là-dedans, une fois que tu l'as trouvé, tu peux pas le retrouver autre part? Par exemple, l'un de mes coachés, Adrien, son rêve, c'était de devenir footballeur. Problème, il s'est fait les croisés. Bon, quand on a creusé un petit peu, je lui ai dit, ouais, c'est sûr que je vais pas te dire, tu peux y arriver, aller reprendre le foot, etc. Non, c'est mort pour lui, ok? C'est mort, le foot. Par contre, quand on creuse au niveau du foot, qu'avec ma méthode d'introspection, je lui fais ressortir les bonnes informations qu'il avait au fond de lui. Qu'est-ce qui l'intéressait vraiment dans le foot? Bah en fait, c'était le fait de se mesurer à d'autres personnes. C'était l'affrontement. C'était le fait d'avoir raison, d'être le meilleur. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des voies post-école de commerce où tu peux te mesurer à d'autres personnes? Où tu peux être en compétition avec d'autres personnes? Il y en a. Voilà, on en a terminé. Je voulais vraiment faire un cours complet là-dessus. Ça doit être méga long, j'ai pas encore vu ce que ça donne au montage. En tout cas, j'ai essayé de tout traiter. Bien sûr, je peux pas rentrer forcément dans tous les détails. Donc n'hésite pas si t'as des questions à les mettre en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, si ça t'a apporté de la valeur. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Maintenant, je t'en avais parlé au début, si tu veux aller plus loin, parce que comme j'ai dit, je peux pas rentrer dans tous les détails. On est sur la chaîne Trade. À l'origine, Trade, c'est des podcasts où on invite des alumni pour t'aider dans ton orientation. Maintenant, à l'origine, Trade, l'idée c'était aussi de pouvoir proposer des solutions concrètes, parce qu'on est conscient que c'est pas avec un podcast que nécessairement tu vas trouver ta voie. Mon idée de base, c'était de pouvoir créer une méthode, un process, qui fait que n'importe qui applique la méthode passe de je ne sais pas ce que je veux faire à je sais. Juste en suivant un process, avec un taux de transformation de quasi 100%. C'était ça mon objectif, mon ambition. Aujourd'hui, si tu vois cette vidéo, c'est que forcément,
Elle est disponible et elle se décline sous la forme d'un cours en ligne, avec plusieurs modules. Tu fais le module 1, module 2, et à la fin, tu es censé trouver ta voie. Et la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que je ne vais pas te la vendre. À l'inverse, je vais te payer pour trouver ta voie. C'est-à-dire que soit tu trouves ta voie grâce à ma méthode, soit dans le pire des cas, tu auras gagné de l'argent. Je te demande pas de croire qu'elle fonctionne, je te demande rien du tout d'ailleurs, en réalité. Et ok, elle est où l'arnaque? C'est quoi mon intérêt égoïste là-dedans? C'est juste en fait du pragmatisme. Moi, ma méthode, je sais qu'elle fonctionne en coaching one-to-one. Même, je suis assez arrogant, j'aime à dire que je peux trouver la voie de n'importe qui. Maintenant, j'ai plus trop le temps de faire ça pour les étudiants. Et c'est pour ça que là, ça fait plus d'1 an que je travaille sur ce framework précis pour l'école de commerce. Alors, je suis assez sûr de mon travail, je suis assez sûr de ce que j'ai créé. Maintenant, la réalité, c'est toujours mieux. C'est quand même à la personne qui le suit d'avoir le résultat à la fin, de l'utiliser pour avoir le résultat à la fin. Et j'ai bien envie de créer ça avec vous. Créer le produit que, bien sûr, plus tard je vais vendre parce que je suis pas un saint, ok? Autant que mon produit le co-construise avec la communauté. C'est pour vous remercier aussi de nous suivre. Et donc l'idée, c'est de faire un échange win-win. Vous testez la méthode. Dans le meilleur des cas, vous avez des résultats. Vous prenez le temps de le faire, vous aurez appris des choses dans tous les cas. Mais pour le temps passé là-dessus, je vous rémunère. Alors, ce sera pas 5 balles, ok? Il y aura un petit billet à prendre. Vous y aurez eu accès en avant-première et gratuit. Et si ça t'a plu et que la méthode t'a vraiment aidé, bah tu me feras un petit témoignage qui me permettra par la suite de la vendre beaucoup plus facilement. Voilà, gagnant-gagnant. Donc je récapitule. Si actuellement tu es en école de commerce, t'es toujours un peu perdu dans ton orientation, tu sais pas trop quoi faire, t'as les différentes peurs et problématiques qu'on a évoquées, t'as suivi ce cours et tout ça, ça t'a peut-être aidé, ça t'a peut-être débloqué certaines choses, t'as envie d'aller plus loin, t'as envie, avec certitude, de trouver un projet professionnel, de trouver une voie qui a du sens et à la fois qui rapporte. Je te propose de te payer pour ça. Par contre, attention, 20 personnes max. Et je sais même pas si je prendrai les 20 personnes, parce que forcément, je vais devoir discuter avec vous, aussi, je vais pas payer la terre entière non plus. Il y aura un lien, un petit formulaire à remplir dans la description, tu le remplis, je t'appellerai, dépêche-toi, si tu veux tester ça en avant-première, et faire partie de l'aventure, continue à nous aider. En tout cas, merci d'avoir suivi ce cours, merci d'avoir suivi cette chaîne. Il y en aura d'autres qui vont arriver sur d'autres thématiques, n'hésite pas à me dire s'il y a d'autres problématiques, d'autres choses sur lesquelles tu veux qu'on traite. Si tu vois des améliorations dans ce cours, s'il y a des choses, si tu as des craintes, si tu as des peurs, n'hésite pas à tout nous mettre en commentaire, ça nous aide énormément à liker, à t'abonner. Moi, je retourne charbonner sur autre chose, je te dis ciao.